Et j'y connaissais absolument rien. Et là, je découvre le mode freelance. Je dis non, mais en fait, tu peux pas passer à côté. J'ai fait un truc de ouf. Non, je vais acheter 5000 € de BTC pour payer les études de mes enfants. Aujourd'hui, on est à l'avènement de l'échange de valeurs. Amigo, c'est plus le même jeu. Mon blog folio, je voyais des montants. Je dis, waouh, j'avoue, c'est bien Mehdi en fait. J'ai mis 10 000 à l'époque. Donc, au total, je pense que j'ai dû atteindre. Tu vois une courbe gaussienne? La même, sauf que tu peux pas faire annuler le virement. Et mes business, c'est du grand n'importe quoi. Je me fais arnaquer dans tous les sens. Je me fais utiliser. Donc je te donne 100 BTC, va te racheter une Mac. Tu rentres chez toi en te disant, bah voilà, là je viens de me faire prendre un peu plus d'un BTC. Je rentre dans le sud de l'Italie et je me dis, bah tu vas rentrer chez toi, tu vas faire un bisou de tes enfants. Et en fait, ça a pas de valeur. Je suis devenu virtuellement millionnaire, mais c'était la plus grosse merde de ma vie. Ok, du coup, on se retrouve dans un nouvel épisode avec un invité qui a un parcours vraiment super cool. Donc Mehdi, comment tu vas? Ça va, nickel. Merci, Augu. Eh ben, écoute, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Du coup, si tu peux te présenter un petit peu, voilà, quel âge tu as, ton parcours, etc. Déjà, merci, parce que franchement, c'est cool. On s'est rencontrés il y a quelques temps, on s'est fait une call, ça a été hyper vite. Et franchement, moi, je kiffe ce que tu fais. Et félicitations, parce que 19 piges, faire un podcast, inviter des gens... je t'ai dit ce que je faisais à 19 ans, j'étais pas là. Donc mon parcours, il est assez... Bon, je vais pas dire il est assez simple. Moi, j'ai grandi dans les Yvelines, j'ai eu un parcours, voilà, j'ai fait des études. J'ai eu la chance de faire une école d'ingénieur. J'étais pas prédestiné à être ingénieur, mais au final, voilà, je suis sorti école d'ingénieur, chef de projet IT, donc dans le digital, IT finance. Et ensuite, je fais une petite parenthèse, même si on va rentrer dans le vif du sujet crypto, petit parcours politique qui m'a appris beaucoup de choses sur le mode de fonctionnement de notre société. Et du coup, ça a un lien avec la crypto par la suite. Surtout quand tu t'intéresses aux finances. Voilà, finances, programmes, loi de finances, comment fonctionne la finance de l'État, etc. Et les banques, parce que j'ai travaillé en banque. Hein. Mon premier employeur, c'était la banque du groupe PSA Finance. C'est la banque en fait, de PSA qui est maintenant Stellantis. Et ensuite, je quitte au bout de 3 ans ce beau poste pour monter des boîtes. Voilà. Okay. Donc, tu as commencé banque, c'est ça, après tes études? Et après, entrepreneuriat direct, il n'y a pas eu de... Vers quel âge ça? Écoute, je devais avoir, parce que moi j'ai un peu de retard, j'ai pas mal bourlingué et redoublé. Je vais avoir 27 quand j'ai lancé ma première boîte. Ouais. Ok, c'était une boîte de quoi? Alors en fait, on avait une première activité, c'était du soutien scolaire, genre Academia. On avait un cabinet de consulting, formation pour les TPE-PME. Et la troisième activité, accroche-toi, on avait un centre d'aquabike. Et toutes les trois activités étaient réunies au même endroit. Ah ouais. Non, c'était sympa, c'était une super expérience. Voilà, c'était ma première année d'école entrepreneuriale, on va appeler ça comme ça. Et donc ensuite, j'ai quitté. J'ai remonté une boîte solo. C'était pas fou parce que solo déjà je partais entre guillemets j'étais pas forcément en bon terme avec mes anciens associés. Quand tu te sépares et que t'as pas d'expérience, c'est plus compliqué. Je monte un truc solo, je vois que ça marchouille pas trop, je me dis allez c'est pas grave, t'es pas fait pour être entrepreneur, next, mets ton CV sur Monster. À l'époque c'était Monster, hein. Vous connaissez peut-être pas ce que c'est que Monster. Je t'avoue que non, je connais pas, mais c'était une plateforme c'était une plateforme pour mettre des CV, enfin genre Indeed. Je crois que c'est l'ancêtre d'Indeed, tu vois. Après j'ai pas suivi, mais je prends un job de chef de projet Scrum Master dans une entreprise de consulting. Je fais 2 mois et là je suis drafté entre guillemets par un cabinet de consulting qui me dit voilà on cherche des gens comme vous pour accompagner des gros clients et du coup je bascule en mode freelance. Et là je découvre le mode freelance parce que quand j'étais entrepreneur, travailler pour des TPE et PME, faut se le dire, c'est pas le mode freelance, hein. C'est très compliqué, je crois que j'ai dû finir avec plus de 45 cas d'impayés. Les TPE et PME, c'est pas facile. Voilà. C'est un monde, et pourtant c'est très enrichissant parce que voilà, c'est des boîtes et des gens avec qui tu travailles directement, tu travailles avec le dirigeant, enfin ça c'est cool, mais c'était dur. Et je commence en freelance chez SNCF, et là c'est mortel quoi. Je me dis punaise, mais c'est génial, tu fais ton job, t'apportes de la valeur et t'es payé en moyenne 10 000 balles par mois quoi. Et donc ton job là à ce moment-là c'était quoi? En gros j'ai commencé chef de projet, ce qu'on appelle chef de projet agile. En gros, c'était chef de projet et tu apportes des méthodologies, on va dire, différentes. L'agilité, c'est travailler d'une meilleure manière. Je vulgarise parce qu'on est sur une chaîne crypto, donc c'est pas du tout le but. Mais c'est très lié au digital et in fine au développement. Et tu vois, dans le monde de la blockchain, tous les projets se font en mode agile, soit sans le savoir, soit clairement en ayant cette démarche-là. Donc ensuite, je commence à recruter des gens parce qu'en fait, il y avait des opportunités. Et au final, juste avant le Covid, on devait être une vingtaine.
On devait être une vingtaine. On faisait, je pense, un peu plus de... Entre 1 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a dû clôturer le dernier exercice avant que je liquide la boîte à un peu plus de 2 millions. C'était une super expérience. Avoir des collaborateurs, comment faire grandir une société, gérer la trésorerie. Ça, c'est un vrai point clé, entre guillemets, gérer sa trésor. Alors, ce qu'on pourrait appeler le money management ou le cash management dans un autre domaine. Mais... Et donc après, arrive le Covid. Et là, pour moi, ça c'est vraiment le moment clé. Donc là, la crypto est pas loin. Là. Il y a un ami à moi qui arrête pas de m'en parler. Bon, lui, il est dedans depuis... il est dedans, mais sans être dedans. Il a fait quelques petits investissements. Il me parle des trucs. Moi, je l'écoute, mais tu vois, genre, je l'écoute pas en fait. c'est bien. Après, à un moment donné, je lui dis, tu sais quoi? Et il me saoule. Il dit, je te donne 10 000 balles. T'achètes 1000 balles des 10 premiers trucs parce que j'ai pas envie de réfléchir au truc. Et j'y connaissais absolument rien. Tu vois. Je me suis dit, c'est pas grave, on verra ce que ça va donner. Au final, on l'a pas fait. On aurait dû. Hein, d'accord. C'était quand ça ? Le BNB était à 12 €, je crois. $12, je sais plus. Maintenant, ça fait... C'était juste avant le Covid. Donc on était, je pense, en 2019, si je dis pas de conneries. Fin 2019. Je crois que c'est ça. Du coup, avant le bull run de 2020. Exactement. 2025, donc moi, j'ai connu qu'un seul bull run. Ça, c'est mon deuxième. Et donc... là, à un moment donné, je sais plus comment. D'ailleurs, Asher a joué un grand rôle là-dessus. Je commence à aller consommer du contenu sur la crypto pour comprendre ce que c'est. Tu vois, moi, je suis quand même très curieux. Et vraiment, je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de contenu. Et donc, Asher, franchement, c'était la ref. Clairement. Moi aussi, je suis entré avec Asher au début. Tu vois, et franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et tu regardais son contenu déjà à cette époque-là, c'était du super quali. Tu regardais, tu avais envie de voir la suivante et tout, et tu regardais. Bon, voilà. Owen, super quali. Petit coucou, parce que grâce à toi, entre guillemets, on est là. Tu vois. Clairement. Et en fait, je capte les éléments fondamentaux et disruptifs de ce qu'apporte la crypto, la blockchain. Et là, je dis, mais attends, mais c'est juste un truc de ouf. C'est pas possible, en fait. Donc, tu as assez vite vu la techno. Oui, parce que comme moi, je suis du monde du digital, en fait, tout de suite regardé qu'est-ce que ça faisait, qu'est-ce que c'est qu'une blockchain. Du coup, je me suis tout de suite intéressé, alors pour ceux que ça intéresse, au Collège de France, il y a des cours sur l'algorithmie répartie, partagée, etc. Enfin, il y a vraiment des trucs très poussés pour comprendre quels sont les mécanismes profonds, entre guillemets, qu'il y a derrière la blockchain et ces technos-là. Et franchement, ça, c'est juste génial. Après, il faut être un peu technophile, quoi. Ça, c'est pas... Et là, je me dis, non, mais en fait, tu peux pas passer à côté. C'est juste pas possible. Et je fais une petite analogie en mode, si tu avais eu la possibilité d'investir dans Google, Amazon, avant la bulle d'Internet, enfin, je veux dire, au tout départ, t'aurais fait quoi dans tous ces projets Internet, bien sûr, certains ont éclaté, ont disparu, etc. Mais qu'est-ce que t'aurais fait ? Je me suis dit, t'es à ce moment-là, donc vas-y, fais-le. Et là, à l'époque, je me dis, allez, je monte un petit club d'investissement avec des amis entrepreneurs et on commence à mettre un peu d'argent et on commence à mettre rapidement pas mal d'argent. Et je me rappelle, alors pour le coup, ça c'est la première fois que j'étais en contact avec Owen, Just Mining à l'époque, c'était stylé. Et pour moi, c'était l'acteur de référence. J'étais pas encore très plateforme d'exchange. J'étais vraiment plus sur ce gars-là. Vraiment, je pense qu'on peut lui faire confiance. Il a monté un truc vraiment intéressant. Et donc, je veux acheter à travers ce qu'il fait. Et j'ai même pris contact avec lui parce que mon petit groupe d'investisseurs, je voulais le transformer in fine en une sorte de fonds d'investissement. Et j'avais dit à Owen, ça serait cool qu'on fasse un partenariat, comme ça, t'es mon fournisseur de crypto, quoi, grosso modo. Donc c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec lui. Et franchement, il a été hyper cool. On s'est fait une call, on a discuté. Bon, après, ça s'est pas fait comme je le souhaitais, parce que j'ai pas fait ce truc de fonds d'investissement. Mais non, franchement, c'était une belle expérience. Et là, on commence à acheter. Et là, le marché, il commence à bouger, quoi. Du coup, si je reprends un peu, c'était vers 2019 que tu as commencé à acheter, à découvrir un peu, à acheter... Grosso modo, les premiers achats, je pense, c'est 2020. Je vais te dire une connerie, je pense que le BTC était entre 8 et 10 000 balles. Ok, 2020, donc on était déjà un petit peu lancé quand même dans le cycle. Et exactement, ça commençait à prendre, ça commençait à... C'était les soubresauts d'un marché haussier, tu vois. On commençait à voir les premiers signes, mais moi, je ne les voyais pas. Okay. Mais malgré que tu vois, je consommais un tout petit peu de contenu genre Cryptomatrix, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup en fait. Il y en avait moins qu'aujourd'hui. Et je captais pas en fait tout ce que disait. En fait, il y a un principe que moi j'ai compris, c'est
pour pouvoir obtenir toute l'essence, entre guillemets, du message que te transmet quelqu'un, il faut avoir des clés d'interprétation. Moi, je ne les avais pas à l'époque. Et donc, je ne comprenais pas ce que voulaient dire, entre guillemets, ces messages d'un marché haussier. Moi, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est cool, c'est des actifs qui vont monter, donc je vais acheter, et potentiellement, si ça fait une belle progression, je vais peut-être revendre. Donc, j'ai acheté du BTC, je crois, à 9000. Ouais. Et là, je crois que j'ai un bookmark. Tu sais, quand tu fais un bookmark, et ben mon bookmark, je crois qu'il y avait le prix du BTC à l'intérieur qui s'est enregistré. Okay. Et donc, j'ai un bookmark sur mon PC, il y a écrit 9000, prix du BTC 9000 à l'époque, Blockfolio, qui a été racheté après par FTX, qui a été, je pense, ils l'ont fini. J'achète et je pense que je revends à 14 000. Et je me dis, j'ai fait un truc de ouf. J'ai acheté, je sais pas, à l'époque, je devais acheter 3 ou 4 BTC, ce qui aujourd'hui fait une somme quand même conséquente. Et je les ai revendus à 14 000. Et après, je vois que ça continue à monter, je continue à m'informer. Je me dis, attends, non, mais peut-être que j'ai loupé un truc. En fait, je pense que j'ai peut-être racheté. Et donc, je rachète. Je rachète peut-être. Je n'ai pas le détail, mais c'est possible. Alors, du coup, je rachète moins, hein, mais je rachète peut-être au moment où il y a Elon Musk. Et oui, FOMO. Elon Musk qui dit BTC, voitures. On peut acheter des Tesla. Et là, je dis, j'avoue, c'est une dinguerie. Et donc, je FOMO normal comme tout le monde. Mais comme du coup, le cycle était déjà quand même bien avancé. Et là, quand il a fait ça, on était. Toi, tu le vois parce que tu avais ce recul. Pour moi, on était juste dans une phase où on venait de passer de 10 à 30. Et 30 commençait à vouloir aller plus loin, tu vois. Donc, je m'étais dit, j'avoue, 30. Et donc, j'ai dû acheter à 30 et quelques. Quand on se dit ça, tu te dis, c'est quand même bien 30. Mais et voilà. Et ensuite, j'ai commencé à tenter d'acheter des actifs différents. Donc, on parle plutôt là, ici, effectivement, d'altcoin. J'ai acheté de l'ETH, je pense, à $300, des trucs comme ça. Et parce que je sais que vous avez parlé de GLD. Moi, ce projet-là, franchement, je trouve ça un très, très beau projet. Big up à toute la team Multiverse X. C'est vraiment un beau projet. Après, il n'a pas la hype qu'il devrait avoir, je vais dire comme ça, voilà, parce que ça build de ouf. Les gars, ils sont vraiment très, très chauds. Benjamin, toute la team, etc. C'est vraiment... j'ai pas eu l'occasion de les rencontrer, mais d'ailleurs, peut-être que là, je serai à Surfing Bitcoin et à Chaka Biarritz, peut-être qu'ils seront dans le coin, je sais pas. Mais vraiment, c'est des mecs qui bossent bien. Et donc, j'ai commencé à investir avec Just Mining. Je pense que ça valait $7. Ok. Et voilà. Et du coup, début de GLD. Quoi. Début de GLD, ça valait $7. En fait, c'était même pas GLD, c'était la Round. Bien sûr. À l'époque. Ouais. Et donc, ils ont eu des problématiques de droit à l'image par rapport à Tolkien, etc. Ils sont passés en mode GLD. Ils ont fait un divisé par 1000. On est passé de 21 milliards à 21 millions, je sais pas quoi. Sauf que quand GLD, il arrive à 500 ou je sais plus combien de dollars. 500 ou 600. Je pense que son ATH, c'était un beau truc, genre 500 ou 600. Ah, clairement, GLD, la courbe. Mon Blockfolio, je voyais des montants. Je dis, j'avoue, t'es bien, Mehdi, en fait. C'est pas mal, hein. Sauf que c'est là que commence l'apprentissage en fait. Tu peux nous partager un peu genre au niveau des chiffres où t'en étais, où t'as commencé. Honnêtement, je peux te faire le de A à Z. Tu vois une courbe gaussienne, la même. Voilà, c'est bon. Donc j'ai commencé, j'ai dû mettre, j'ai mis 10 000 à l'époque. Ça s'est transformé en beaucoup. Je ne sais pas dire exactement, ça s'est transformé en beaucoup. Je pense peut-être entre 500 et 800 000 à un moment donné à la TH. J'ai mis des petits trucs BNB, j'ai pris, c'était à $10, c'est monté à des montants là. Donc au total je pense que j'ai dû atteindre 1,8 million, 2 millions et voilà, des gringolades. Et moi j'ai mis des tickets quand j'avais ces montants là, je faisais des switches, des réallocations. Voilà, par exemple, à un moment donné, j'avais des BTC et du coup, ça avait bien pris. Et je m'étais dit, allez, tiens, il y a un beau projet. Je sais pas si je le cite, mais c'est un projet que je trouvais intéressant à l'époque quand il y a eu la hype du métaverse. Donc, encore une fois, FOMO, le métaverse, je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, attends, les gens, ils aiment bien gamer, ils aiment bien rester chez eux, ils aiment bien être individuels, mais quand même, ils veulent voir des gens, ça peut être... Voilà. Et je pense qu'il y a peut-être un avenir pour le métaverse, mais on n'y est pas. Et c'est vrai que quand tu regardes le film Ready Player One, voilà. Et quand tu regardes ce film-là, tu te dis, non, je pense qu'il y a un truc, tu vois. On va avoir... une partie de notre population qui va évoluer dans un monde parallèle. Déjà, ce qui est pour moi le cas, mais bon, ça, c'est un autre sujet. et donc, au final, je mets, je pense, un truc comme un BTC qui valait 65. Donc, tu vois où on est déjà. Si je te dis un BTC vaut 65, tu vois où on est dans le projet Winkiverse.
qui était du métaverse éducatif. Je l'avais vu, lui. Et franchement, je trouvais ça vraiment génial. Ils avaient en plus une vraie boîte en France avec un vrai produit. C'était vendu à la Fnac. C'était hyper legit et je trouvais vraiment un truc intéressant. Bon, voilà. Un BTC, après tu avais un autre capital, mais voilà, bah, tu vois, donc ça pique. Et après, voilà, donc, et après, bon, moi, il m'est arrivé plein de péripéties qui font qu'à un moment donné, j'ai évolué. Alors ça, je parle dans le cadre de mes autres activités. Certaines personnes m'ont dit, voilà, j'ai besoin que tu me payes rapidement, mais j'aimerais bien que tu me payes en crypto, etc. Bon, ça, c'est des trucs que j'aurais pas dû faire, ça fait partie de mes erreurs. Et donc, j'ai, à un moment donné, été obligé de revendre des actifs avec une perte énorme pour pouvoir payer des prestataires pour éviter des situations très problématiques parce que je devais les payer et qu'ils me mettaient la pression. Enfin voilà, c'était un peu particulier. Ouais, du coup, là, il y avait toute cette phase où... là, on est en quasi-bear. Hein. Oui, mais pendant tout ce cycle-là, en fait, toi, tu avais tes activités à côté. Tu faisais pas juste, tu disais, j'ai 2 millions. Ah oui, non, mais alors concrètement, qu'on se le dise, moi, je passais peut-être 10 minutes de mon temps par jour et encore sur la crypto. Le reste, c'était toutes mes autres activités. J'avais investi dans des projets dans le domaine du digital, start-up. Bref, j'ai essayé de faire plein de choses. Restauration virtuelle, etc. Bref. Des gens venaient me voir, je trouvais le truc intéressant et je disais, bah vas-y, on peut faire un truc et on voyait comment on pouvait financer la chose et on y allait, quoi. Mais au final, bah, ça prend beaucoup de temps. On a à un moment donné voulu lancer un truc qui s'appelait New Room Service, un room service virtuel pour les BNB et les hôtels qui n'ont pas de room service. Ça m'a pris 1 an. À quasiment, je ne vais pas dire pas un full-time, pas du tout, mais ça me prenait quand même une bonne partie de mon temps. En plus, il y avait des activités de formation, plus le consulting qui continuait, bon bref. Tout ça pour dire qu'au final, si tu n'as pas une stratégie, si tu n'as pas en fait compris comment fonctionnaient les cycles, si tu n'as pas toutes les bonnes informations qui vont te permettre, entre guillemets, de gérer ton capital de la bonne manière, bah concrètement mieux vaut ne pas faire. Surtout dans les cryptos parce que on le sait, tu vois, le marché c'est tellement rapide et toi du coup tu es rentré un peu je suis rentré on va dire au bon moment et je suis pas sorti. Et en quelques mois vraiment tu as fait toutes les étapes et en vrai et moi je me suis tapé les portes de Saloon. Et ça je l'ai vécu. Alors je crois que c'était UOS. J'ai du UOS que j'ai acheté à 15 centimes. À un moment donné c'est monté à je sais pas combien, bref, voilà. Ça baisse, je revends. Donc, première porte de Saloon. Je vois que ça remonte, je rachète. Ah non. Deuxième porte de Saloon. Je sais plus ce que je fais après. Bref, Uni pareil. Tout ce qu'il faut pas faire. Donc les gars, honnêtement, si vous pouvez ne pas reproduire ces erreurs-là, ça serait vraiment cool. Je vais pas dire faut écouter parce que tu fais pas du conseil en investissement, mais par contre, le contenu éducation financière que tu proposes, il est vraiment hyper important si on le prend de la bonne manière. Parce que ce que tu as vécu, ce que j'ai vécu, on a vécu des choses similaires, etc. Alors, je vais pas dire si on me l'avait donné, parce qu'à l'époque, je n'avais peut-être pas l'oreille pour entendre ça. Mais une personne qui s'y intéresse, qui va sur ta chaîne, qui check ce que tu as fait, comment tu as fait et les apprentissages, si vraiment elle intègre ces informations-là, je pense que concrètement, ce bullrun, elle peut le vivre clairement beaucoup mieux que ce que moi j'ai fait. Dans tous les cas, dans les cryptos, l'expérience, le fait de faire des erreurs, c'est la meilleure école. Et le plus important, c'est d'essayer de te guider là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu sur YouTube, sur les réseaux et tout. Et on va en parler par la suite parce que tu as cette optique-là un petit peu de faciliter toute cette éducation au niveau des finances et même plus large. Mais du coup, si on revient un petit peu à ton apprentissage, toi, que tu as eu personnellement, donc tu as eu cette grosse hausse où tu es monté à presque 2 M de capital. Tu t'es fait bien éclater en prenant toutes les erreurs durant la descente. Et du coup, à ce moment-là, comment tu as fait pour rebondir? Est-ce que ça a été vraiment une période difficile? Est-ce que tu l'as bien vécu? Je vais te le dire sincèrement. J'ai tout clôturé. J'ai tout fermé, en fait. Enfin, j'ai arrêté de tout regarder. Enfin, tu vois, quand tout est tombé par terre, j'ai dit bon, écoute, t'as fait de la merde. Apprentissage. Hop, next. J'ai fait comme si en fait j'avais plus rien. Et du coup, bon, j'ai la chance qu'il me reste quelques cryptos. On ne sait pas ce que ça va donner, mais concrètement, en fait, si tu veux, il y a un moment donné où j'ai switché, quoi. J'ai dit en fait un peu ce que certains, je dirais, diffusent comme message là en ce moment. Hein. On a entendu ces messages-là et en mode, si c'est pas fait pour toi, en fait, next. Va ailleurs, quoi. Enfin. Faut pas que ça en devienne maladif et effectivement j'ai
j'ai cru comprendre, parce que j'ai pas vécu moi de manière directe ou indirecte à travers des personnes que je connais, des problématiques qu'on pourrait appeler des problématiques de santé, hein, tu vois, mais je sais qu'il y a eu des gens qui ont fait et des burn-out, voire même plus, à cause de leurs activités crypto, quoi. Ouais. Et donc pour moi, en fait, à un moment donné, non, c'est-à-dire que non. Et, la vie a beaucoup plus de valeur que n'importe quelle crypto, et aujourd'hui, je te donne 100 BTC, va te racheter une life. On ne tirera pas. Ouais, parce que tu étais un peu dans ce paradoxe où financièrement, tu étais à 2 millions et tout, mais tu n'étais pas dans un état mental bien correct. Tu étais mal. Quoi. Ah ouais, moi, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Je suis devenu virtuellement millionnaire, mais c'était la plus grosse merde de ma vie. La période la plus dégueulasse de ma vie. Mais quand je dis dégueulasse, c'est dégueulasse au sens je le souhaite à personne de le vivre parce que c'est des moments qui sont pas hyper agréables, mais en même temps pour les gens qui font du sport ou d'autres choses, c'est quand tu te fais mal que tu apprends. Donc au final, moi c'est une période qui malgré tout m'a apporté énormément, vraiment. Enfin c'est juste un truc de ouf. C'est aussi ce que je veux diffuser dans mon podcast et dans ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux, notamment sur LinkedIn principalement, parce qu'aujourd'hui je suis que sur LinkedIn. Et l'idée, c'est ça, c'est de partager ça. C'est que je me dis, Mehdi, tu as payé le prix fort. Mais en fait, ce que tu as payé, les insights, les apprentissages, tu peux les donner maintenant. Ils sont payés. Et tu peux même les donner à autant que tu veux parce que c'est pas payant. C'est plus payant. Ouais. Et je crois que c'est Idriss Aberkan qui disait ça. Le savoir, en fait, c'est la seule chose en fait, qu'on peut redonner et diffuser sans que ça nous coûte grand-chose. Quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis, toute l'expérience que tu as eue en créant toutes tes boîtes, et puis dans les cryptos, et puis tout ça, ça fait un savoir énorme que tu peux redonner aux gens. Et d'ailleurs, tu m'expliquais même que tu avais eu pas mal d'anecdotes, notamment des anecdotes où tu risquais ta vie. Je sais pas si tu en as quelques comme ça en tête, mais... En fait, je vais être très, très franc. À un moment donné, je me suis dit, je veux aider des gens à... En fait, j'étais en mode... parce que la crypto, c'était pas beaucoup de montants, mais malgré tout, j'étais très convaincu. Donc, je cherchais des profils plutôt, je dirais un peu comme moi, entrepreneurs, mais qui n'avaient pas capté et qui avaient, à un moment donné, limite, je dirais, pas les connaissances. Hein, la barrière technique et technologique pour rentrer dans ce monde-là, elle est quand même assez grande. Et si je te prends un entrepreneur qui a 40-45 ans aujourd'hui, qui n'est pas issu de la tech, honnêtement, il y a peu de chances en fait qui se disent je vais rentrer dans la crypto, et s'il se dit je veux rentrer, il ne sait pas comment. Ouais. Donc je cherchais ce genre de profil-là. Et à un moment donné, je suis tombé sur des gens, pour le coup un peu moins ce profil-là, des gens qui travaillaient dans le monde de la joaillerie. Bon, d'après ce que j'avais comme information. Et là, clairement, en fait, j'ai voulu, entre guillemets, leur permettre d'acheter des cryptos. Donc moi, je revendais, entre guillemets, je leur faisais un transfert de crypto, et eux me payaient. Ben, ils m'ont pas payé. Sauf que tu peux pas faire annuler le virement. Oui. Et ça, en fait, si tu veux, c'est pareil, c'est un paradigme en fait qui est totalement différent du monde bancaire. Dans le monde bancaire, je pense des arnaques, il y en a tous les jours. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, je lisais un truc là, c'était le top 3 des arnaques, et je crois que la première arnaque, c'est des faux, je viens de voir ça à l'instant là, des faux placements en... tu sais, comme un livret A, en livret, en épargne, exactement. Faux placements en épargne qui te font miroiter 8%. Et en fait, ça part dans des comptes, machin, etc. Ouais. Mais moi, je me dis, mais attends, c'est pas de la crypto, les gars. Normalement, tu peux récupérer, c'est des banques. Bon, a priori, c'est galère pour eux aussi. Bon, ça, c'est un autre domaine. Mais en tout cas, en crypto, c'est clair que tu peux pas récupérer. Ouais. Et quand tu perds des montants conséquents, je ne vais pas rentrer sur le détail des montants, en très peu de temps, d'une manière où, au final, quand j'en rediscute avec certaines personnes, il y en a qui me disent, mais en fait, Mehdi, tu te rends pas compte que là, tu aurais pu te faire... clairement, tu mettais en jeu ta vie. Moi, je n'étais pas conscient de ça, en fait. Moi, j'allais voir un entrepreneur, pour moi. C'est comme si je viens de voir. Tu me dis, écoute, Mehdi, voilà, moi, ça m'intéresse. Du coup, si tu veux, moi, je te paye, je te fais un virement. Bon, au dernier moment, tu me dis, le virement, ça marche pas trop, c'est galère, mais je vais te payer en espèces, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Bon, on a entamé une relation de confiance. Je me dis, ça va, tu vois. Allons-y. Ouais. Non. Ouais, non, clairement non. Là, c'était en physique en plus. Ça dépasse la barrière du virtuel. C'était en physique. Ouais, donc certaines personnes qui, on va dire, ont d'autres expériences m'ont dit, mais écoute, là, tu aurais pu repartir dans ta voiture, mais pas à la place assise, quoi. Donc voilà, ça fait partie de mes petites expériences qui m'ont grandement marqué, mais qui m'ont aussi grandement appris, parce que quand tu te fais prendre un peu plus d'un BTC, c'était un peu plus, et que tu rentres chez toi en te disant, voilà, là je viens de me faire prendre
parce que qui dit BTC dit équivalent en fiat, X milliers d'euros, comme ça, alors que ce n'est pas forcément le moment, tu vois, bah, tu te dis, ok, c'est quoi l'apprentissage? Parce que sinon, en fait, tu vas faire comme certaines personnes, tu vas te suicider, tu vas dire ma vie elle est pourrie, machin, etc. Non, moi je cherche juste l'apprentissage. Alors, des fois, je cherche un peu trop. Et en gros, je me suis dit, mais en fait, je vais rentrer chez moi. Donc à l'époque, hein, c'était en Italie. Hein. J'habitais en Italie. Bah, là, je suis en train de bouger, mais je rentre dans le sud de l'Italie et je me dis, bah, tu vas rentrer chez toi, tu vas faire un bisou à tes enfants. Et en fait, ça n'a pas de valeur. Et clairement, ça m'a aussi permis de remettre à jour, gros update de firmware, comme on dit dans le monde des cold wallets, mon schéma de valeur, la valeur des choses en fait. Et ça a grandement aidé au fait que bah, du coup je me restructure à partir de fin 2022. En gros, mi-2022, tout éclate. Oh, les cryptos, n'en parlons même pas. On est en plein bear, on est en chute libre. Je ne sais plus on est à combien, mais on est en chute libre. Je regarde même plus. Et mes business, c'est du grand n'importe quoi. Je me fais arnaquer dans tous les sens. Je me fais utiliser. Bon, bref, c'est... Il y a tout qui arrive en même temps. Tout qui arrive en même temps. Comme on dit, il y a un adage qui dit « Quand les merdes arrivent, elles volent en escadrille ». Ça, c'est un truc français. C'est vrai que toi, t'es belge. Vous savez pas les mêmes. Je t'avoue que je ne sais pas. Mais... Là, tu vas me trouver la version belge, tu vois. Et concrètement, voilà, à ce moment-là, en fait, c'est pas je tourne la page. Je ferme le livre. Je ferme le livre, je le mets de côté et je me dis ça pourrait être intéressant demain. Ça va me servir. Voilà. Je sais pas quoi, mais ça va me servir. Et je rouvre un livre. Je me mets à mon compte. Je me remets à mon compte, mais en mode solo. Ouais. Et du coup, je refais un peu de presta. Et voilà, j'essaie de me refaire tranquillement. Et je rouvre un ou deux portefeuilles que j'avais oubliés. Et voilà, et je me dis, bon, bah, maintenant, avec le peu qu'il y a, et bah, tu vas faire quelque chose, mais tu vas bien le faire. Ok. Et du coup, il y a eu une période de pause, je suppose, entre le moment où tu es au fond et puis le moment où tu rouvres, comme tu as dit. Carrément, une vraie période de pause. Au final, j'ai commencé à réouvrir quand ça sentait un petit peu les ETF. Ok. Ouais, clairement. Ok, du coup, ouais, on est plus vers peut-être 2023. Ouais. Fin 2023, début 2024. Ouais, clairement. Parce que entre-temps, moi, j'étais focus, c'était la pause. Hein. C'est-à-dire que de fin 2022 à limite début 2024, ne me parle même pas de crypto. Ok. Genre, je suis toujours convaincu de la techno, mais me parle même pas d'investissement, en fait. C'est un mauvais souvenir, ça me fait... Donc non, après, quand ça parle ETF, que personne n'y croit initialement, qui concrètement, il y a 3 ans, tu lui dis ETF BlackRock, mais te ris au nez, quoi. C'est pas possible. Ouais, surtout BlackRock. Le discours que tous ces gérants-là avaient comme sur le Bitcoin et tout. Ben, déjà, je crois que typiquement, c'est comment il s'appelle Larry Fink. Larry Fink. Le CEO. Mais je crois que Larry Fink, quelques années avant, il te démonte le Bitcoin en disant c'est une grosse daube, machin, etc. Donc, c'était pas envisageable, pas crédible, en fait. Et quand là, ça commence à se crédibiliser, je me dis, on va peut-être rouvrir les wallets, quoi. On va peut-être réouvrir. Par contre, je me dis, c'est particulier. BlackRock, c'est le plus grand fonds d'investissement au monde. Quand eux arrivent dans le game, amigo, c'est plus le même jeu. Ouais. En fait, c'est comme si je te dis, t'es là, t'es en train de faire un foot avec tes potes, et il y a Zizou qui arrive. C'est pas pareil. Tu vas plus jouer pareil, c'est plus les mêmes règles. L'idée, c'est que ça va être un changement de paradigme. Il faut le comprendre. Donc je me suis dit, en fait, si tu te remets un petit peu là-dedans, en fait, là, il faut que tu rentres plus profondément dans la compréhension et dans les mécanismes. Et un jour, je tombe par hasard, mon feed YouTube me propose une vidéo d'Alan. Sans faire exprès, je clique dessus, je regarde, je dis, moi, je vois, c'est pas mal. Tu vois, le gars a l'air cool et ce qu'il dit a l'air pertinent. Son approche, c'est pas... Je regarde. Et du coup, c'est comme ça en fait que j'ai commencé à... Parce que si tu veux, Alan a beaucoup joué en fait dans le fait que je me réintéresse plus profondément avec justement cette compréhension qu'il donne à travers sa vulgarisation. Et ça, tu vois, typiquement, c'est ce que je veux faire, mais dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que c'est très puissant. Ouais. Le fait de réussir à faire du 20-80, 20-80, c'est la loi de Pareto, c'est que 20% des efforts produisent 80% du résultat. Et donc, quand tu vulgarises, tu donnes 20% entre guillemets de la matière et tu captes 80% de ce qui était initialement entre guillemets l'information que tu voulais transmettre. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Donc, voilà, l'idée, c'est que je me suis dit, bon, allez, ça a l'air d'être intéressant. Et
quand je me mets dans un truc, je me remets à fond. Et c'est là où, au final, je me suis dit, allez, fin mai, donc fin mai 2024, je vais arrêter, entre guillemets, ma mission. Et je vais mettre à 100% en fait sur investissement, projet, et on verra ce que ça va donner. Ok, du coup, là, genre, quand tu as commencé à te réintéresser aux crypto, est-ce que tu t'es plus focalisé sur les fondamentaux, etc. Ou alors tu as recommencé vraiment à investir et à tout simplement créer des nouveaux investissements, quoi. Alors, pas forcément à investir, mais plutôt à faire de la réallocation. Parce que j'avais des anciens actifs. Alors bon. De ce qui restait, quoi. ADA. Réallocation. Non, voilà, j'avais quelques actifs que j'ai réalloués et pour poursuivre une stratégie. Et ensuite, il y a des personnes, entre guillemets, qui souhaitaient investir. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est qu'on a une forme de groupe où on fait une forme de co-investissement, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais en gros, on fait les choses et on les fait ensemble. Et donc là, effectivement, de nouveaux investissements avec une stratégie d'investissement dans des narratifs, avec des stratégies de sortie. Enfin voilà, là, entre guillemets, on tente de faire les choses bien. Alors, pas de trading. Tu vois, nous, on est vraiment en fait que sur de l'investissement, que du spot. J'ai un avis assez particulier sur le trading en futures. Donc après voilà, ça c'est mon point de vue. Maintenant quand je vois ce que fait Alan, je me dis c'est quand même magnifique, tu vois. Mais je reste sur mon mode de fonctionnement initial de faire des investissements actifs. J'appelle ça de l'investissement actif en spot. Ok, mais tu es quand même sur une période assez cyclique ou alors c'est vraiment long terme que tu vois 3 temps. Ok. Il y a des investissements court terme, moyen terme, long terme. Tu vois. Et en gros. C'est arrivé qu'on achète des meme coins. Là, tu vas me dire, mais attends, mais c'est du trading, ça. On achète des meme coins et qu'on les revende, entre guillemets, pas en totalité, mais avec une plus-value. Parce qu'en fait, on considère que le marché, il est pas cohérent. À partir du moment où un actif, bon déjà, les meme coins, initialement et intrinsèquement, on a bien compris que ça n'a pas de valeur intrinsèque, mis à part une forme de confiance que les acheteurs et détenteurs leur donnent. Et en gros, l'idée, c'est de dire, à partir du moment où ça commence à prendre un peu trop de valeur, en fait, on va juste revendre pour, entre guillemets, par la suite, continuer à détenir cet actif-là. Mais là, je le dis très sincèrement, à des vocations de pure spéculation. Pour de la réallocation bien sûr. Sur du BTC ou autre, mais principalement sur du BTC. Ok. Donc, un moyen de s'acheter du BTC à 30 000, c'est de faire x2 sur un meme coin et de l'acheter à 60 000. Donc, grosso modo, tu l'achètes à 30 000 ton BTC. C'est un peu le mécanisme, entre guillemets, qu'on a mis en place et vice-versa. C'est arrivé, entre guillemets, de revendre un peu de BTC pour aller acheter justement certains actifs un peu, je dirais, sous-cotés et potentiellement en revendre une cote-part. C'est peut-être pas la totalité, tu vois. Et il y a des narratifs que tu regardes actuellement, sans forcément nous donner des projets ou quoi, mais juste des narratifs que tu as plus à vocation pour ce bullrun. L'IA, il n'y a même pas de sujet. Aujourd'hui, l'IA, c'est quand même un vrai narratif. Les Layer 2 Bitcoin, c'est un narratif que je trouve très intéressant. Les projets qui amènent de la scalabilité sur ETH, ça aussi, donc Layer 2, Zero Knowledge et consorts. Voilà, ça, franchement, c'est des trucs où je me dis, là, vraiment, il va y avoir quelque chose parce que quand ça va apporter la valeur que c'est censé apporter, en fait, ça peut pas ne pas marcher, là, pour le coup, parce que en fait, on va être dans l'usage. Quand on est dans l'usage, en fait, il n'y a même plus de limite de notion de spéculation, parce que l'usage, en fait, fait tout. Enfin, tu vois, aujourd'hui, l'usage de Bitcoin, c'est ce qu'en font les ETF, les machins, etc. Voilà, le résultat est là, en fait. C'est-à-dire que c'est l'usage qui fait aujourd'hui la valeur de Bitcoin. Donc ça, et qu'est-ce que je dirais d'autre j'essaie de regarder un peu ce que j'ai dans mon portefeuille. Je ne l'ai pas devant moi. Sinon, tu peux nous dire des actifs en général. Ouais, justement, j'essaie de faire le lien. Ouais, non, parce que j'ai dit IA, Dépine. Pour moi, c'est très lié à l'IA. Ouais, c'est sûr. Parce qu'en fait, la Dépine prend tout son sens quand tu y mets en face un gros besoin d'infrastructure. Mais Dépine, tu vois, Dépine, j'avais quelques projets. Ouais, voilà, je dirais c'est principalement ça. Bon, j'avais du gaming, mais et j'y croyais et j'y crois toujours, parce que le gaming c'est un marché magnifique, c'est un marché génial. Enfin, je veux dire, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas encore passé en mode mass market sur les projets gaming au sens gaming pur, pas au sens spéculation et achat de tokens. Voilà, donc que ce soit un UOS ou autre projet ou comment ça s'appelle le métaverse bleu Sandbox, des choses comme ça.
c'est des choses, je me dis, ouais, non, il y a un truc, tu vois, mais on n'y est pas. Ouais, c'est sûr. Bah après, déjà, j'en avais parlé dans le podcast, je vous le mets là si besoin dans le dernier podcast, mais c'est sûr que le gaming, moi, mon avis, c'est que, oui, comme tu as dit, c'est du mass market, du coup, tant qu'on n'arrive pas à avoir des jeux, du gaming tout simplement, où on voit pas la blockchain derrière et que vraiment, c'est des jeux que tout le monde pourrait utiliser, ça va pas marcher. Mais concrètement, demain, tu as une blockchain qui fait des échanges sur GTA RP. Oui. Voilà, c'est fini. Clairement. Le game est plié, en fait. Clairement. C'est-à-dire que l'usage, et on se fout de savoir c'est quelle blockchain. Ça se trouve, elle n'est même pas connue. Ouais. Et elle va te démonter toutes les blockchains qui tentaient de faire, entre guillemets, quelque chose dans le gaming. Ouais. Donc, pour moi, c'est ça. Et ça, on va le voir. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des projets, on trouve que c'est bien. Ouais. Je sais pas, Gala, machin, etc. Moi, j'ai un peu de Gala. Et tout. j'ai follow Mr. Alan sur son challenge, tu vois. Ah ouais. Je suis pas les mêmes montants, mais j'ai follow quand même. Okay. Et non, c'est sûr. C'est sûr, et même des marketplaces, tu vois, genre je parlais de Call of Duty ou quoi, si tu as des marketplaces à côté pour revendre des items ou quoi, c'est souvent l'exemple qu'on prend. La blockchain, ça sert par exemple à utiliser des armes dans le même jeu et tout. Mais c'est sûr que ça peut être en cas d'utilisation, mais pour ça, il faut que les jeux en soi, ils se développent et eux, ils n'ont pas vraiment d'avantage à ce qu'il y ait des armes. Ça fait moi, je te dis sincèrement, les jeux que j'ai vus, après, aussi, moi, j'ai pas tout vu. Il y a des choses. J'ai vu des belles choses dans lesquelles j'ai mis des billes à l'époque. Je me rappelle, il y avait un truc, je crois que c'était Blocktopia. Ça me dit quelque chose. Je trouvais ça intéressant et je trouvais ça vachement bien fait, tu vois. C'est pas pour citer c'est pas pour citer les projets, mais pour aller regarder en fait ce que c'est en soi, hein, le visuel et tout, parce que bon, dans un jeu, le visuel, il compte de ouf. Après, bon, forcément, il y a toute la partie gaming, etc. Je suis pas un gamer, moi, de base. Wilder World ou quelque chose comme ça. Franchement, quand tu vois le niveau de graphisme, le niveau de... Wow, c'est un jeu de Play 5, le truc, tu vois. T'es dans un monde avec des voitures, tu vois, c'est genre un peu, tu vois, comme GTA, c'est-à-dire que beaucoup de choses et tout. Je me dis, mais s'ils ont réussi à faire un jeu comme ça et que là, on est dans le monde de la blockchain, si ce jeu-là, il prend des users, des joueurs comme un beau jeu, un beau RPG, machin et tout, punaise... C'est sûr, ça va marcher, tu vois. Mais on n'y est pas. C'est vrai, c'est la seule valeur à regarder, c'est le nombre de joueurs ou de joueurs récurrents. Tant qu'il n'y a pas cette valeur-là, ça ne sert à rien d'investir. Et pour autant, j'ai vu d'autres projets où quand j'ai regardé c'était quoi le gameplay, tu vois, j'ai dit, les gars, vous abusez quand même. C'est juste pour vendre des tokens, tu vois, franchement. Juste pour avoir le buzzword, quoi. Mais non, mais c'est quoi, c'est le gameplay de Play 2. Clairement. La dernière console que j'ai eue, Play 2, quoi, tu vois. Donc non, franchement, voilà. L'idée, c'est que je pense qu'il y a des... Il y a des narratifs qui sont spéculatifs. Donc aujourd'hui, forcément, je me suis posé sur ces narratifs qui sont spéculatifs, malgré le fait que je crois en la tech derrière. Et demain, il va y avoir des narratifs qui vont être réels. Réel, l'usage. Et là, franchement, quand on va arriver là-dessus, en fait, on commencera à arriver à un niveau de maturité sur le marché. Mais je pense qu'il faut encore un peu de temps. Je pense clairement pas que c'est pour ce boulot-ci. Pour l'instant, c'est très, très spéculatif. Mais c'est sûr qu'à long terme, c'est vers ça qu'on va se diriger. Et je pense que c'est le but de tous, quoi. Tu sais, quand tu comprends que la blockchain et les technos qu'on peut relier à la blockchain et aux crypto, in fine, te permettent de décentraliser des choses qui sont dans le monde qu'on connaît centralisées, déjà, ça, c'est un concept de ouf, en fait. Quand tu te dis, en fait, avant, il y avait la banque, c'est le tiers de confiance, et tu passes du tiers de confiance à X milliers de tiers de confiance qui sont, au final, totalement décentralisés et totalement indépendants, c'est une révolution, en fait, ça. Et ça, si tu l'as pas capté, en fait, pourquoi t'achètes tes cryptos, quoi, déjà, à la base, tu vois. Bon, je connais, parce qu'il y a une tête de grenouille ou que... la petite anecdote, mon fils, des fois, pour rigoler, il dit « Arrête, Pépé !» Et il dit Pépé, il dit, c'est un petit mot qu'il utilise comme ça. Je sais pas pourquoi il dit Pépé. Il y a des gens, ils vont acheter du token pour ça. Bon, ok, ça m'est arrivé. mais moi, c'était pour le fun. Mais il y a des gens qui vont le faire vraiment pour... parce que, tu vois, Pépé, c'est marrant. Elon Musk qui dit quelque chose ou le Doge. Tu vois, donc, à un moment donné, je pense que ce qu'il faut retenir et qui est hyper important, c'est un peu le principe de base en crypto. Do your own research. Faites vos propres recherches, mais surtout, éduquez-vous financièrement. Bon, forcément, tu sais pourquoi je te dis ça, parce que ça fait partie clairement en fait d'un combat et potentiellement d'un projet qui va sortir prochainement. L'éducation financière, pour moi, c'est juste une clé. C'est juste une clé. Je sais qu'il y a Tom et Mathieu, c'est ça qui sont passés. Ouais. Et l'éducation financière, c'est leur cœur de business. D'ailleurs, je pense qu'on fera des petites choses ensemble, les amis. Mais vraiment, il y a un vrai...
il y a un vrai enjeu à éduquer financièrement la future génération. Je dis bien la future génération d'abord, et après tout le monde. Tu vois, mais aujourd'hui, des parents qui mettent 30 000 euros, j'ai une connerie, je sais pas, hein, sur un livret A, B, C et D, bah, peut-être qu'à un moment donné, il faut peut-être réfléchir différemment. Moi, tu vois, c'est tout con ce que je veux dire, mais il y a 2 ans, je dis, bah voilà, je vais acheter 5 000 euros de BTC, peut-être dans un autre contexte, vraiment, pas dans un contexte crypto, investissement. Non, je vais acheter 5 000 euros de BTC pour payer les études de mes enfants. C'est con, mais 5 000 deviendront le coût, pour moi, des études de mes enfants. Et bah ça, ce mécanisme-là, je pense que beaucoup ne l'ont pas compris. Et on va me dire, attends, mais t'es sérieux? Comment tu peux envisager de payer les études de tes enfants avec un truc qui fait du yo-yo et du zigzag tous les jours? Non, mais je ne fais pas ça. Moi, je regarde pas ça. Moi, je regarde entre guillemets vraiment la tendance générale long terme. Et à long terme, mais personne qui peut me dire que voilà. Après, bien sûr, s'il y a une catastrophe nucléaire, s'il y a une guerre mondiale, c'est machin, etc. Mais c'est plus notre souci. C'est le dernier de nos soucis. Donc, mettons de côté ces problématiques-là. Franchement. Il m'a éclairé, parce qu'il est dans la cybersécurité, son prénom va me revenir, t'inquiète pas. Il m'a expliqué comme quoi, aujourd'hui, le niveau de sécurité en cryptographie de Bitcoin, c'était une probabilité sur, j'ai plus le 2000 puissance 79. Bon, tu me rediras ça dans les commentaires. Dans les commentaires, tu vas nous mettre ça. Non, franchement, aujourd'hui, normalement, on est sur un actif, et pour que BlackRock se positionne dessus. Alors, intéressant de lire les conditions générales de vente de l'ETF de BlackRock. C'est super intéressant. J'ai commencé à les lire. Moi, je n'ai pas fait le travail d'étude, mais j'ai commencé à les lire. J'ai vu certaines petites choses et j'ai dit, les mecs ont été loin. Ça parle de fork. Ça parle de qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là. Ça parle, attention, c'est très intéressant parce que tu peux imaginer je ne vais pas dire un avenir possible, mais c'est hyper intéressant. Donc, ceux qui veulent aller un petit peu plus loin sur c'est une bonne idée. Tendance long terme de ce que Bitcoin pourrait devenir, c'est intéressant de regarder à la manière dont ils sécurisent leurs contrats. Tu vois ? Parce que si demain, il y a un gros problème, comme il s'est passé sur Ethereum à l'époque, juste avant le fork, qu'est-ce que devient Bitcoin ? C'est sûr. Après, plus on grossit, moins il y a de chances que ça arrive. Mais c'est sûr que ce genre de géant-là qui arrive, il faut qu'ils structurent tout. C'est pas que le petit particulier qui va arriver. Et donc, eux, ils ont eu des analyses stratégiques et des analyses de risque qui ne sont pas les nôtres. Donc, c'est intéressant de voir quelles sont leurs analyses de risque. Maintenant, quand tu vois qu'ils mettent je ne sais pas combien de milliards, bien sûr, ce n'est pas leur argent, c'est un fonds d'investissement. Mais quand tu vois qu'ils mettent je ne sais pas combien de milliards, c'est qu'à un moment donné, l'étude a fait que, c'est legit et c'est bankable, on va y aller. Tu vois. Donc, aujourd'hui, moi, je suis très confiant. Voilà, après, l'avenir nous dira. Je pense que, voilà, aujourd'hui, si des gens veulent, je ne vais pas dire veulent investir, mais la base, c'est intéressez-vous à ce qu'est le Bitcoin, c'est la base. Voilà, pour moi, c'est la crypto mère de toutes les cryptos. Essayez de lire, mais même en diagonale, le white paper de Bitcoin, punaise. Et la semaine prochaine, je vais à Chaka Biarritz. Si je demande à tous les participants qui a lu le white paper de Bitcoin, c'est possible qu'il n'y en ait pas beaucoup. Tu vois, c'est possible qu'il n'y en ait pas beaucoup. Après, je ne sais pas, ça se trouve, c'est une communauté à Chaka Biarritz que je n'ai jamais fait. Avant, ça s'appelait NFT Biarritz. Mais il y a beaucoup de gens en fait, qui ne sont pas intéressés à Bitcoin parce qu'en fait, ils sont arrivés peut-être par les NFT, par d'autres choses. Mais en fait, il faut revenir à la base. C'est super important. En plus, c'est pas comme si c'était 200 pages. C'est un truc qui est assez simple. Les white papers, c'est toujours le but, c'est que tout le monde comprenne. Alors, c'est vraiment la base. Il faut que certaines clés d'interprétation pour pouvoir comprendre le gros de ce que ça veut dire, mais au moins le lire, comprendre un petit peu ce qui est écrit. Je pense qu'en plus, il y a une version française qui existe, clairement. Donc, franchement, moi, j'invite vraiment aux gens, j'invite les gens à s'intéresser à ça, à le lire, et après, à comprendre ce que Bitcoin tente de révolutionner et que la finance traditionnelle tente de s'accaparer. Ouais, c'est sûr. Et puis, le white paper, tu le lis une première fois, tu arrives à en tirer quelque chose, tu lis un petit peu plus loin, tu arrives à en retirer encore. Pourquoi ? Parce que tu as de nouvelles clés d'interprétation. Et ça, c'est un élément clé. Donc, tu vois, typiquement, je viens de te le dire. Et je pense que... je ne sais pas si on aura le temps ce soir avec le mastermind, mais je me referai bien une petite relecture. Tu vois, une petite relecture. Parce qu'en fait, je pense que là, quand je vais le relire, je vais penser à toi et je vais me dire, mais punaise, j'ai pas lu ça, moi. Tu vois ?
Et franchement, c'est alors, j'en fais pas une religion comme certains. Je suis pas maxi, je suis pas maximaliste. Hein, donc, mais par contre, je considère vraiment qu'aujourd'hui, c'est vraiment la pierre angulaire de tout l'écosystème crypto. Ouais, c'est sûr. Et puis dans tous les cas, pour revenir un petit peu à ce que tu disais au niveau de l'éducation, et c'est sûr que ça reste les cryptos. Il y a encore très peu de gens qui l'utilisent dans le monde. Si on regarde le pourcentage, bon, ça commence à grossir de plus en plus. Mais je sais plus, je l'avais vu il y a pas très longtemps. Je pense je l'ai publié sur LinkedIn. Ah oui. En fait, tu as la courbe d'adoption d'Internet ça, c'est sûr, et la courbe d'adoption de Bitcoin avec le décalage. Et on est à, je sais plus, il faudrait regarder sur le post parce que j'ai reposté quelque chose que j'avais vu sur X. Et on n'est pas très loin. Il me semble on était à 10-15%. Moi, j'avais vu dans ces alors, on est peut-être allé, je sais pas, peut-être à 30%, je sais pas, mais de niveau d'adoption. Oui, c'est toujours. C'est-à-dire que là, il nous reste, mais la masse adoption qui va arriver. Clairement. La masse adoption, c'est. Clairement, et on compare toujours à Internet, mais c'est parce que Internet, au début, ça faisait peur. Non, mais c'est comparable, c'est clairement comparable. C'est clairement comparable. Parce que Internet, c'était. En fait, Internet, tu vois, moi, j'ai vécu. Voilà. Big up à tous les gens qui ont connu MSN, Caramel, etc. Voilà, ça, c'est ma génération. C'est sans moi, ça. Et tu vois, et ça, nous, on a connu en fait l'échange d'informations. Internet, c'est l'échange d'informations. C'est l'avènement de l'échange d'informations. Avant, moi, j'ai connu les tatous. Tam-tam. C'est en fait, tu recevais des messages, soit en texte, soit un numéro de téléphone pour aller dans une cabine téléphonique et rappeler. J'ai 38 ans, mais clairement, ça existait déjà à mon époque. Donc, et si tu veux, on a connu l'avènement en fait, donc de l'échange de données, d'informations. Aujourd'hui, on est à l'avènement de l'échange de valeurs. Donc en fait, le schéma pour moi est le même. Il est clairement calcable et l'analogie, elle est absolument pas mauvaise. Encore une fois, c'est mon point de vue, tu vois. Donc je me dis, quand on va avoir de la mass adoption, tu as entendu Mastercard et Visa ce qu'ils font dernièrement ? Si c'est pas de la mass adoption, ça. En gros, on veut limiter les frictions et donc nos paiements iront directement taper dans de la crypto. Il n'y a même plus besoin de se poser de questions avec des fiat. Même Apple Pay a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Voilà, donc en fait, à un moment donné, ça, c'est... Et je ne sais plus avec qui on en discutait, mais je me demande si ce n'est pas avec Tom et Mathieu, en disant, mais de toute façon, à un moment donné, je suis peut-être avec les collègues d'hier, c'est en gros, les gens aujourd'hui ne se préoccupent pas de savoir comment fonctionne Internet. D'accord, TCP/IP, si je te parle d'SMTP ou de FTP, il n'y a personne en fait qui se préoccupe de ça. Par contre, on est en full mass adoption. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, toute cette barrière technologique qu'on a aujourd'hui sur la crypto, elle va disparaître. Et donc on va être dans des usages seamless, sans friction. C'est en fait... tu vas même limite pas savoir que tu es sur une blockchain, tu vas pas savoir que tu l'utilises, tu vas pas savoir que tu as des fonds qui sont en crypto, entre guillemets, j'exagère peut-être, mais tu vois, et ça, à ce niveau-là, en fait, le marché n'aura plus la même maturité et ne sera plus à, je sais pas, on est à 2000 milliards là 2000 milliards Ouais, un petit peu moins. On doit être à 2000 milliards. Bon, 2-3. Oui, c'est sûr. Et puis, cette éducation-là, les gens, souvent, quand ils arrivent dans le marché, bon, pour l'instant, c'est encore fort spéculatif, mais ils arrivent, ils ont une masse de contenu. Souvent sur YouTube ou quoi, en gratuit, il y a déjà une masse de contenu énorme. Mais justement, on arrive à ton projet. Très intéressant. Parce que là, du coup, tu es vraiment assez focus sur un projet Casa, si je ne me trompe pas. C'est ça. Du coup, explique-nous un petit peu c'est quoi l'intérêt. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. En gros, tu dis, dès que tu t'intéresses. Bon, qu'est-ce qui m'intéressait à la base ? Il faut se le dire sincèrement. Ok, j'ai vu la tech, ok, j'ai vu la révolution. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, mais c'est l'avidité, c'est de faire de la thune, c'est de gagner de l'argent à la base, c'est ça en fait. Faut se dire les choses, faut pas. C'est génial la techno. La techno, on m'en a parlé il y a 10 piges, la techno c'était la même. J'ai trouvé ça tout pourri. Tu vois, donc au final, j'ai vu une capacité de faire de l'argent rapidement. Ça attire les gens. À partir du moment où on se dit maintenant ça attire les gens, qu'est-ce qu'ils veulent les gens ? Ils veulent pouvoir gagner. Comment ils vont gagner ? Il faut qu'ils connaissent. Comment je joue à ce jeu ? Si je prends juste l'analogie du gaming, mais du jeu, et je ne vais même pas parler de gambling, tu vois, mais je veux jouer, je veux gagner, comment on fait ? Et bien là, en fait, c'est quoi le mode up aujourd'hui quand tu veux, sur Internet, parce qu'on est bien sur Internet, utiliser quelque chose, tu cherches des informations pour savoir comment ça marche. Et là, on tombe dans le contenu. Et là, tu as une masse de contenu. Et là tu es perdu. Là, tu vas sur YouTube, tu as crypto, bon courage. Donc après, franchement, il y a là le contenu de qualité, mais comment tu le détermines ? Donc aujourd'hui, un des vrais sujets sur lequel je travaille, mais je ne suis pas le seul à travailler, c'est comment on détermine qu'un contenu est de qualité.
Ah, punaise, autant te dire que là, c'est super chaud parce qu'il y a une subjectivité dans ce que je viens de dire qui est énorme. Et ce qui est quali pour toi, c'est peut-être pas quali pour moi. Tu reviens au prisme de tout à l'heure. Bah, chacun a son prisme et son évolution. Maintenant, si je regarde d'autres mondes, la qualité existe. D'accord ? Les référentiels de qualité existent. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs. Aujourd'hui, tu as des normes, AFNOR, je ne sais pas quoi, la norme, comment on dit, le ISO, voilà, machin, etc. Tout ça. Bon, malgré tout, tu as aussi, dans le monde de l'agroalimentaire, que je connais un petit peu, parce qu'on a un fonds d'investissement dans ce domaine-là, label rouge, des trucs, le bio, etc., etc. Donc en fait, il existe des manières de déterminer ce qu'est la qualité, et c'est ce qu'au final, on va appeler un référentiel. Donc aujourd'hui, un des sujets sur lesquels on travaille, c'est comment déterminer des critères assez objectifs pour se dire, ce contenu, en fait, il est qualitatif. Et à partir de là, c'est de se dire, mais en fait, si j'avais un endroit où j'ai que du contenu qualitatif, organisé par niveau, de je connais rien à je connais beaucoup, et par thème. Quasar, c'est ça en fait. C'est aussi simple que ça. L'idée, c'est que chercher du contenu, déterminer quel est le bon, le regarder dans un bon ordre, et là je parle de pédagogie, d'accord ? Parce que du coup j'ai travaillé dans la formation, alors certes j'ai fait des conneries, mais j'ai aussi appris beaucoup, parce que j'ai été formateur pendant des années. Donc un programme pédagogique, ça a vocation à te transmettre le maximum et de la meilleure des manières. Donc c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie pédagogique, c'est je réfléchis à comment organiser mes informations pour te les transmettre de la meilleure des manières. Et en fait c'est simple, il faut s'adapter au schéma d'interprétation et aux clés d'interprétation que les gens ont. La personne qui ne sait pas ce que c'est que la crypto ne va pas lui parler du risk-taking sur Eigenlayer. Ça n'a pas de sens, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. C'est quoi Eigen quoi Risk-taking, c'est staking. Hier, je dis steak et un gars il m'a dit c'est quoi, c'est une plateforme de casino. Là, c'est casino en ligne. À ce qui paraît, c'est le steak, mais je sais pas. Tu connais pas? Non, je connais pas. Moi, il y a plein de choses que je connais pas. Tellement focus sur d'autres choses que je peux pas. Et donc, partir de ce que savent les gens, donc c'est tout con. Il suffit je te pose la question. Je te dis voilà, est-ce que tu as déjà investi en crypto ? Est-ce que tu sais ce que c'est le Bitcoin ? Est-ce que tu as lu le white paper ? Enfin, je te pose en gros en 5 questions, grosso modo. Je sais te dire s'il faut que je te mette la vidéo de Asher qui explique c'est quoi la blockchain, ou si je te mets la vidéo d'Alan sur la macro, tu vois, etc. Bon, l'idée, c'est ça, en fait. C'est que un endroit, on trouve que du contenu sélectionné avec des créateurs qu'on a sélectionnés et organisé comme des playlists Spotify. Tu veux écouter du rap 2023, tu tapes rap 2023, je crois que sur Spotify, tu vas tomber sur ce que tu veux. Si tu tapes hip-hop, US, voilà. C'est la même chose. Là, tu auras crypto. Alors, c'est pas que crypto, effectivement. Crypto, finance, trading, très, très, très lié, macro-éco, etc. Mais aussi, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, tu le sais, c'est l'entrepreneuriat. Et là, l'entrepreneuriat, on est large. Comment créer sa boîte, marketing digital, l'intelligence artificielle, mindset. Là, vraiment, c'est vraiment très, 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 très large. Donc, ce projet-là, et sincèrement, je te le dis, tu es en partie responsable de l'idée, parce que c'est suite à la call qu'on a fait et qui m'a fait prendre conscience d'une part de ce manque, parce qu'en fait, je me suis dit, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir cette plateforme-là, mais s'il y a quelqu'un qui l'a, qui me la donne et que je paye mon abonnement s'il le faut. Bon, là, on est sur un schéma freemium, donc c'est gratuit. Ouais. Mais j'ai même écrit à une personne que je vais pas citer, qui a une belle plateforme, une très belle plateforme dans le domaine de la finance et même un peu crypto. Et je lui ai dit, écoute, je te propose un projet. C'est au tout début. C'est en mode, j'ai l'idée, et je me dis, autant d'aller voir des grands, tu vois, qui ont déjà plein de choses faites, et comme ça peut aller très vite. Et je dis, voilà, c'est ça. Et tu sais quoi, franchement, même si tu veux, prends l'idée. Et juste si tu le fais, donne-moi un abonnement gratuit, s'il te plaît. Genre, donne-moi un truc full-time, tu vois. Et après, voilà, moi, après, j'utilise et je suis un utilisateur. Parce qu'à la base, j'aimerais bien, en fait, avoir ça. J'aimerais bien avoir un endroit où je me pose plus la question de savoir, dans mon feed, comment je vais trier mes bookmarks, mes machins, etc., et que ça soit partagé. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une communauté qui va justement contribuer à créer ce mécanisme de trier le bon grain de livret. Tu vois, en France, je ne sais pas en Belgique si on utilise ce terme, voilà, trier le bon grain de livret, c'est à l'époque quand il y avait du blé, dedans il y avait des choses qui n'étaient pas du blé, il faut le sortir, c'est ça en fait. Et c'est comme parce que mine de rien, comme il y a beaucoup de contenu, il faut quand même mettre en place des mécanismes. Et la communauté, c'est un mécanisme génial, parce que les gens, ils regardent, et en fait on a une force. Imagine-toi, 1000 personnes qui regardent YouTube, ça te trie le truc de manière, c'est énorme. 3 personnes, on est 4 dans l'équipe, et 4. T'imagines le temps qu'il faut pour constater toutes les vidéos, savoir si ça c'est bien, c'est machin, etc. Ça respecte les critères et tout. Et l'IA.
Et l'IA va nous aider. Donc en gros, le but, c'est de mettre de l'intelligence artificielle dans le projet pour faire en sorte que des termes, des tournures, les modèles de langage sont de plus en plus puissants et ça fait juste flipper. Et du coup, ça nous permet justement de filtrer des choses qu'on considère comme étant des schémas pas qualitatifs. D'accord ? Derrière, on parle de contenu. Je parle de contenu francophone, moi, à la base. Mais il y a du contenu ailleurs. Et je pense que tu as déjà consommé du contenu US, par exemple. Il y a des créateurs de contenu dans d'autres pays, notamment US, qui sont très chauds, qui ont du contenu qui est hyper quali. D'ailleurs, je pense qu'il inspire beaucoup des créateurs de contenu. Mais oui, parce qu'ils ont 10 ans d'avance. Donc, tu regardes le gars, tu te dis, moi, si je le fais, du coup, je suis à l'heure, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, on est en train de faire un partenariat. Je ne vais pas citer l'entreprise, ça va être facile, parce qu'ils ne sont pas 36 000 à faire ça, avec une boîte qui est française en plus, qui fait de l'IA et qui fait du deepfake en mode traduction. En gros, là, tu vois, ce que je suis en train de dire, je le passe dans sa moulinette. C'est une forme de doublage. Et en gros, parce que deepfake, ça peut faire un peu peur, tu vois. Non, mais c'est du deepfake. Vraiment. Oui, je vois bien. Pourquoi c'est du deepfake ? Parce que ça... Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ça va reprendre ce que je suis en train de dire là et... everything in English, ça va tout transformer avec mon timbre de voix et tout, etc. C'est juste une dinguerie. Donc, on fait un partenariat avec eux pour justement aller chercher, alors ça, c'est plus tard dans le projet, des contenus de ouf, US, et en mode digeste pour des francophones, parce qu'on sait que c'est pas accessible. C'est une barrière. En France, les gens ont un très mauvais niveau d'anglais. Désolé, les amis, mais on a un très mauvais niveau d'anglais, même si j'ai eu mon TOEIC à l'époque quand j'étais jeune. C'est juste effroyable. Moi, j'ai travaillé dans des boîtes françaises avec des anglophones, donc des pays anglophones qui venaient bosser avec nous et tout. Je bossais pour le groupe Renault, machin, etc. Catastrophe. Le franglais qu'on utilise, moi, j'ai jamais réussi à progresser en fait, tu vois, dans cet écosystème, parce que on n'est pas du tout en train d'utiliser la langue. C'est un mix bizarre. Et donc, quand tu veux capter un contenu qui est en full English, avec tu vois, vraiment un bon débit, tu vois, un mec qui s'exprime normalement, c'est chaud. Parce que ta référence, c'est le franglish. Du coup, tu captes pas. Et tu captes pas l'essentiel. Donc, le but, c'est ça. C'est de se dire, je pense qu'il y a un vrai intérêt d'avoir un endroit où on va justement permettre aux gens d'accéder à du contenu sans se poser de questions. Ouais, du coup, un peu, si je dois résumer le truc, c'est YouTube. Il y a le travail de l'algorithme qui permet de mettre en avant des vidéos. Avec le but final, c'est que tu restes le plus longtemps sur la plateforme avec un bon watch time. Toi, le but avec Kazar, qui serait une plateforme à côté, mais qui reprendrait. Qui reprend du YouTube, clairement. Nous, on utilise YouTube. Ouais. C'est un média pour nous qui est juste du contenu. Et donc, ça ne demande pas plus de temps pour les créateurs ou quoi. C'est simplement la même plateforme. Au lieu qu'il y ait un algorithme qui te demande de rester le plus longtemps possible, toi, tu focalises vraiment le fait de l'apprentissage, de suivre un parcours pour que ton éducation soit la meilleure. En gros, si on peut faire une analogie aussi avec, par exemple, le monde de la musique. Quand tu vas dans un endroit où tu peux acheter toutes les musiques, en fait, tu choisis. Alors, le but, c'est de t'en mettre le plus possible. Ou, mettons, par exemple, Spotify, le but, c'est que tu l'utilises le plus. Alors, je sais pas quels sont les modèles, c'est pas le même modèle que YouTube. Mais là, l'idée, c'est plutôt de faire un pure player, en gros. C'est que, en gros, tu veux vraiment écouter du rap, tu vas sur Skyrock, par exemple. Aujourd'hui, c'est le numéro 1 du rap en France. Enfin, voilà, c'est d'être un endroit où tu te dis, mon but, c'est pas d'être diverti. C'est plutôt le contraire, d'accord ? Le contraire de la divergence, c'est la convergence. Donc, en fait, de converger vers une seule chose, que du contenu business money, tu vois. Et à partir de là, tu n'as plus de questions à te poser. Tu as juste à consommer. Et après, tu fais ce que tu as à faire et tu reconsommes, parce qu'en fait, plus tu vas consommer, en théorie, plus tu vas capter l'essentiel de ce que ces personnes-là sont censées te donner. Et franchement, c'est incroyable ce qu'on a aujourd'hui à disposition. Tu vois, ne serait-ce que quand je prends ta chaîne, je prends celle d'Alan, je prends celle de quelques créateurs, je me dis, mais c'est une dinguerie, tu vois. Si tu te fais tout de A à Z, amigo, t'as un niveau crypto là, mais combien de temps on a mis pour l'avoir, tu vois ? Donc, ce gain de temps, en fait, le but, c'est juste de faire gagner du temps aux gens. Parce que tu gagnes du temps. Tu investis potentiellement, mettons, plus tôt, tu fais des choses plus tôt, etc. Si tout ce que tu fais, si tu le fais plus tôt, amigo, tu vois, imagine-toi, on investit en 2017. J'aurais pu investir à 14 ans. Quoi. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, en gros, celui qui a compris ça et qui va faire les choses aujourd'hui, il va avoir grave un temps d'avance par rapport à celui qui va le faire dans 2 ans. Oui, je suis d'accord. Et qui va mettre 2 ans à comprendre la même chose. Moi, j'ai eu ce parcours-là. Moi, j'ai mis, tu vois, en 2024, j'ai mis 4 ans à comprendre les mécanismes qui régissent les marchés financiers, l'économie globale, la macro, et après, parce que je m'étais intéressé à la société de manière générale, et connecter ça avec justement le monde dans lequel on vit, tu vois. Donc, si on peut faire gagner du temps aux gens,
c'est le but de l'éducation. Je pense que quand tu vas à l'école, c'est pour gagner du temps. Je pense que quand tu regardes des vidéos, c'est pour gagner du temps. Quelqu'un qui a fait 1 an à travailler sur un truc et qui te délivre tu vois, je vois plein de vidéos de ce type-là qui délivrent le contenu. Je pense que tu connais Alex Hormozy. Oui, bien sûr. Voilà, c'est quoi son cœur son cœur de business, c'est qu'il a fait gagner du temps et de l'argent, in fine, aux gens. Et à partir de là, tout le reste, en fait, ça découle, tu vois. Ouais, et du coup, je pense que là, les gens, ils sont un peu hype et tout, parce que comment tu le vends et tout, et en vrai, ça comble un réel besoin, tu vois. Genre, les gens, s'ils regardent cette vidéo, ils sont sur YouTube. De toute façon, ils pourront voir la tienne, et cette vidéo que là, elle est sur directement, elle sera sur Kazar, il n'y a pas de sujet. Clairement. Et du coup, là où est-ce que tu en es dans le projet? Est-ce que la plateforme est déjà en ligne? Comment ça se passe? On lance en septembre, le MVP, il est prêt. Maintenant, on est dans la customisation, on est dans le travail sur les choses qui sont même pas tech au final. On est plutôt sur comment on définit ce qui est un contenu de qualité. On prend contact avec les créateurs de contenu. Donc, le but, c'est d'avoir, on va dire, pas la plus grosse, mais une belle communauté de créateurs de contenu. On ne veut pas avoir tous les créateurs de YouTube non plus. Ça ne sert à rien, en fait. À un moment donné, on fait une forme de sélection. Ça peut paraître un peu bizarre de se dire on sélectionne, parce que du coup, tu te dirais pourquoi tu as lui, pourquoi tu n'as pas lui. Et après, il faut se le dire, il y a une réalité, c'est que derrière ces créateurs, il y a des gens. Et au final, il y a des gens, des fois, qui te disent ouais, non, moi, ça m'intéresse pas. Ouais, moi, je veux pas être à côté de lui. C'est bon, c'est pas dire que c'est des enfantillages, mais c'est la vie. C'est que derrière, il y a des êtres humains. Faut le comprendre. Donc voilà, on a la chance d'avoir des personnes qui ont accepté. Et franchement, moi, je les remercie. Enfin, Tammy Cabage, Xavier Fenot d'Interactive Trading. Owen qui a accepté avec entre guillemets la problématique que dès que tu parles d'Owen qui est le numéro 1 entre guillemets les gens pensent qu'en fait le gars il a investi dans ton projet, c'est quoi? Non, en fait c'est juste un des créateurs et je peux pas entre guillemets avoir une plateforme qui parle de crypto sans avoir les vidéos d'Owen, ça n'a pas de sens quoi. Et voilà, et encore une fois ce sont ces vidéos qui sont sur YouTube, donc c'est du contenu juste public et gratuit, et nous on le met juste en mode playlist, donc on n'a rien fait, et Owen n'a aucun lien avec le projet, mis à part le fait de nous dire et d'accepter que son contenu soit utilisé ailleurs. Donc ça, c'est franchement cool. Alan, de toute façon, lui, il n'a pas le choix, il est obligé. Voilà. Donc, tu vas aller chercher de plus en plus de créateurs pour que vraiment ça fasse une plateforme qui et l'idée, c'est qu'à un moment donné, ces créateurs sont ce que moi j'appelle les créateurs mainstream. C'est des gros créateurs, c'est des gens qui ont des milliers de followers, etc. Pour autant, il existe, comme toi il y a quelques temps, maintenant tu as 2000 followers, tu commences à être... ça reste toujours petit. Ouais, tu commences à gravir les échelons. Mais quand tu es à 15 followers, ton contenu, il est toujours aussi qualitatif que quand on a 30 000, on est d'accord. Et pourquoi, en fait, on ne le consomme pas? Voilà. Et en fait, ça, c'est ce que j'appelle, moi, les créateurs pépites. Et les créateurs pépites, on va leur dédier un espace. D'accord. Et ça, c'est la suite du projet. Je ne vais pas en dire plus, mais grosso modo, il y aura un espace avec du contenu, avec des créateurs pépites. Et là, pour le coup, ça sera un autre apport de valeur, parce que soit ces créateurs pépites seront mélangés avec les gros créateurs, soit ils seront avec du contenu exclusif, un peu comme... on parlait tout à l'heure de Patreon. Patreon, exactement, un peu comme ça. Je n'ai pas encore creusé le sujet, mais ça va venir. Avec un contenu exclusif, voilà, comme, désolé, j'aime pas l'analogie et j'ai rien contre eux, OnlyFans, mais c'est un OnlyFans business, finance, trading, crypto, mindset. Voilà, c'est ça la finalité, c'est ça. Ok. De toute façon, je pense que tu m'en as déjà parlé un peu, etc. Mais il y a énormément de fonctionnalités à faire par la suite. Pour l'instant, là, vraiment, c'est le début. Donc, MVP, on lance le truc, on crée une communauté. Et à partir de là, une fois que tu as la communauté, que les gens en fait comprennent que c'est un réel intérêt, que ça leur apporte quelque chose, tout le reste, ça va suivre. Il n'y a même pas de sujet, tout le reste, ça va suivre. Et quand je vois ce que certains ont fait avec juste ce que j'appelle des petits blogs vraiment d'agrégation de contenu, mais c'est assez qualitatif ce qu'ils ont fait, mais avec un créateur, 2 créateurs, ils ont agrégé, ils ont donné un peu de matière. Au final, ils ont des résultats qui sont assez énormes. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire, je pense qu'on peut apporter de la valeur. Et encore une fois, il y a cette vocation à se dire que c'est vraiment de l'éducation financière au final. Ce que vous délivrez, je parle toi et les autres créateurs de contenu, vous êtes en plein dans l'éducation financière. Bien sûr, c'est pour votre business, bien sûr, c'est pour vous développer, machin, etc. Mais en fait, si tu veux, c'est un cercle vertueux. Et c'est ça que moi, je trouve hyper intéressant. C'est que vous donnez et qu'au final, si ce que vous donnez, c'est qualitatif, vous aurez. En gros, vous semez des graines. Si tes graines, tu les sèmes bien, tu les arroses bien, t'inquiète pas, les arbres ils vont pousser. Et donc, tu pourras récolter les fruits. Mais c'est ton travail, c'est toi qui as planté les graines. Donc, au final, tous les créateurs de contenu, moi, je considère qu'ils ont vraiment... je retire mon chapeau parce que tu as commencé à le voir. C'est lourd, la création de contenu. C'est pour ça que je ne suis pas très, très chaud pour en faire moi-même. Là, je vais en faire un petit peu parce qu'il faut, etc. Mais parce que c'est très lourd. C'est un niveau d'implication. Moi, les créateurs de contenu avec qui j'ai fait des confs, ils m'ont dit, Mehdi, j'ai pas le temps. Si je peux... déjà,
oublie, jamais je fais de contenu exclusif. C'est juste impossible. Parce qu'en fait, ils sont tellement... la récurrence, il faut envoyer toujours. Et si tu veux ça, moi, je l'ai dit un petit peu dans le message que j'ai fait aux créateurs de contenu, c'est que certains, je leur ai dit, voilà, moi, franchement, je kiffe ce que tu fais. Je pense pas en ta capacité de faire la même chose que toi. Et certains, dans des discussions un petit peu plus avancées et un peu plus perso, je leur ai dit, mais est-ce que tu n'es pas dans une prison dorée, une belle cage dorée ? Parce qu'au final, à un moment donné, tu es tellement obligé de créer du contenu pour continuer à alimenter tes business que je me dis, voilà. Et c'est pour ça que ma réflexion a été, plutôt que de créer du contenu, si je peux monter un business qui se base sur la création de contenu des gens, au moins j'aurais moins cette pression-là, tu vois. Donc après, c'est pas le même business. Ouais, c'est sûr. Mais après, c'est sûr que cette prison dorée, là, comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui créent du contenu. C'est sûr, ça leur prend du temps, mais c'est aussi que quand tu t'exposes comme ça, tu as énormément d'opportunités. Tu le vois, tu vois. Et moi, je le vois très bien en ayant 2000 abonnés. Déjà, les opportunités que j'ai eues, des trucs, c'est tellement énorme. Alors, je me rends même pas compte quand tu as 150 000 et tout, même si j'étais déjà un peu dans les backstage. Du coup, j'ai vu un peu l'envers du décor. Avec ces gros créateurs. Et du coup, je sais très bien que c'est tellement full exposition. Et justement, on va en venir sur ce point. Parce que toi, tu décides un petit peu quand même de te lancer, notamment avec un podcast. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de faire de l'organique, de la création de contenu. Et ça pourra bien sûr aussi également rediriger vers Quasar. Bien sûr. En fait... d'ailleurs, tu le sais ou tu le sais pas, mais tu vas être le premier. Tu vas être le premier entrepreneur que j'interviewe dans le cadre de la vie de l'entrepreneur. Alors, la vie de l'entrepreneur, ça vient d'où ? C'est qu'en gros, à un moment donné, je me suis dit, allez, il faut faire des posts sur LinkedIn. C'est peut-être il y a 1 an et demi, je crois. Il faut faire des posts sur LinkedIn. Je pense que ça peut être intéressant. Et à un moment donné, pour moi, c'est aussi un exutoire. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que j'ai vécu, à un moment donné, il fallait que je le sorte. Et tu parles avec des gens, c'est cool. Mais en fait, quand tu écris, c'est ouf. Tu vois, quand tu écris vraiment, ça te permet en fait, je sais pas, une forme d'évacuation en fait de ce que tu as vécu. Et limite, ça te permet de transformer l'expérience en un apprentissage. Donc, je me suis dit, vas-y. Et je commence à faire des petits posts que je brande la vie d'entrepreneur. Genre en mode, voilà, je vous parle de ma life, la vie d'entrepreneur. C'est la mienne. Et voilà. Et du coup, je fais des posts en disant, voilà, je me rappelle, je crois le premier post, c'était je roule en Mercedes et je prends l'avion toutes les semaines et les gens pensent que j'ai réussi ma vie, tu vois. Et après, je leur dis non, en fait, je prends l'avion toutes les semaines parce que j'ai des galères à gérer, que j'habite en Italie, que c'est juste une misère. Et je roule en Mercedes, pourquoi ? Parce que j'ai récupéré une bagnole d'une boîte que je suis en train de liquider et il faut que je la rende, quoi, tu vois. Donc, les apparences sont parfois très trompeuses. Ça ne veut pas dire que je roule pas avec une voiture bien ou quoi aux caisses, mais c'est plus de se dire à un moment donné, c'est pas forcément ce qu'on croit à la vie d'entrepreneur, tu vois. En tout cas, moi, la mienne, c'est pas celle que j'ai imaginée à la base quand je me suis dit je vais être entrepreneur, tu vois. Et donc, je commence à faire ces petits posts. Et concrètement, vraiment, on est là, en 2024, donc ça fait un peu plus d'1 an. Parce que j'ai arrêté entre-temps. Après, je me suis dit, bon, je fais des posts, bon, j'avoue, ça prend du temps, machin et tout. Et je me suis un peu essoufflé, tu vois. Je voyais moins l'intérêt. Et donc, je n'avais pas capté l'intérêt de la création de contenu. Là, à ce moment-là, j'avais juste envie d'extérioriser. Donc en fait, la vie de l'entrepreneur à la base, c'est j'ai envie de sortir tout ce que j'ai vécu et si ça peut être utile, tant mieux. Sinon, tu likes pas, je m'en fous. Moi, ça m'a fait du bien, tu vois. Ensuite, on a ces discussions, je te rencontre, etc. Et je te dis, c'est pas pour te brosser dans le sens du poil. Malgré toi, tu as été déclencheur en fait. Tu as appuyé sur le bouton mais dis, tu te rends compte de la création de contenu, ce que c'est ? Parce que backstage, parce que, etc. Tu vois, c'est-à-dire que ton expérience, elle est hyper riche. Et du coup, j'ai capté ça. J'ai réussi à capter au vol. Et je me suis dit, mais punaise, mais c'est une dinguerie, en fait. Donc là, en fait, il faut faire un truc. Et dernièrement, j'ai fait une forme d'étude de marché, quoi, grosso modo. C'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait. Là, tu vas aux States pour regarder ce qui se fait déjà à la base. Voilà, tu vois ce qu'a fait Hormozy, tu vois ce que font les autres, machin, etc. Tu te dis, en fait... voilà, quoi, c'est tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut apporter de la valeur. Et punaise, on en a de la valeur. Et là, quand je dis on, c'est pas moi. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de choses à apporter, ok, mais moi tout seul, nul. En fait, moi, j'aime pas les principes. Et encore une fois, c'est peut-être pas forcément le bon schéma, mais l'individuel, moi, je le déteste. Et sinon, en fait, je prends 20 000 balles par mois en tant que consultant et j'arrête de me prendre la tête. Tu vois. Non, moi, je veux vraiment construire des choses avec des gens. Et là, la vie de l'entrepreneur, c'est un podcast, mais qui va donner lieu à d'autres choses qu'un podcast, pour transmettre aux gens ce que les entrepreneurs qui sont dans mon réseau vivent tous les jours. Comment ils se sont construits, d'où ils ont commencé,
jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vivent? C'est quoi leur vie d'entrepreneur? J'habite à Malte, j'habite en Estonie, en Lituanie, je fais ci, je fais ça. Et on a des vies qui sont pas forcément très normales, et elles sont un peu atypiques. C'est intéressant, tu vois. Quand tu es dans un dîner et que voilà, tu vois, moi, des fois, je discute avec les gens, qu'est-ce que tu fais? Bon, voilà, je fais ça. J'aime pas trop rentrer dans le détail parce que tu as l'impression de te mettre en avant un peu trop, etc. Mais quand tu dis aux gens, bah voilà, j'ai monté des boîtes, machin, etc. Après, je me suis expatrié en Italie, dans le sud de l'Italie, pendant 2 ans. Voilà, j'ai fait ça. Bah, en fait, ça sort de la norme et c'est cool. Ça, c'est un peu rafraîchissant pour ces gens-là. Bah, c'est un contenu sympa. Et donc, moi, mon but, c'est ça, c'est de faire un contenu sympa, vraiment très authentique, très sincère, et forcément je trie dans le volet les personnes que je vais faire intervenir, et je veux pas faire venir des gros. Alors quelqu'un va me dire, mais attends, mais il faut peut-être que tu fasses venir des gros pour aussi augmenter ta visibilité. Ok, peut-être, ok. Mais je vais vraiment réfléchir à qui je vais faire venir comme gros, entre guillemets. C'est peut-être pas des gros qui sont connus dans le monde de la création de contenu. J'irai peut-être tenter d'aller chercher des gens, je sais pas, une connerie, un sportif de haut niveau, tu vois, qui est pas trop mis en avant sur le volet entrepreneuriat. Parce que attention, il y a des sportifs de haut niveau qui ont fait des dingueries. Hein. Mathieu Flamini, renseignez-vous. Le mec, c'était un joueur de Arsenal, bête de joueur, mais joueur lambda quand même, de première ligue anglaise. Il est devenu milliardaire. Ouais. C'est un entrepreneur de taille, et bon, après, il a fait un bon coup. Mais Tony Parker, par exemple. Aussi. Tony Parker. Toi, on en a masse. Hein. Qui faisait du... Tony Hawk. Ouais. On-off, je crois que c'est ça. Il faisait du skate. Ouais, okay. Franchement, il a fait une grosse start-up qui fait on-off, c'est un numéro de téléphone virtuel. Oui, je me souviens. Et je crois qu'il a été précurseur de la eSIM, le gars, tu vois. Donc, on parle de gens, c'était des sportifs de haut niveau, tu vois. Donc, des profils comme ça m'intéresse, tu vois, clairement. Et j'ai la chance d'avoir dans mon réseau, je pense, accessible des personnes de ce type-là, des artistes. Tu vois, des artistes, des gens qui étaient dans le monde du spectacle ou machin. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ça puisse changer. Après, si j'ai une connerie, je sais pas, Yomi Denzel ou Sama Hamar, c'est cool, tu vois, j'ai ferai venir. Parce que le volet entrepreneurial de ces gars-là, je kiffe, tu vois. Après, je suis pas forcément en phase avec toute leur vie, le lifestyle, machin, etc., parce que c'est pas mon mode de fonctionnement. Mais je parle juste entrepreneur. Et c'est quoi leur vie d'entrepreneur? C'est cool, moi ça m'intéresse. Ouais, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que là, tu parlais du réseau et tout. Je sais que toi, tu as un réseau qui est quand même assez développé. Genre pour toi, pour quelqu'un qui nous regarde et tout, qui aimerait arriver à certains steps, avoir un bon network, un bon réseau, comment est-ce que tu procèdes? Comment est-ce que tu conseilles aux gens d'atteindre certaines personnes? Alors, très, très rapidement, je vais te faire part d'une petite expérience quand j'étais... je finissais mes études. Je m'intéressais beaucoup, comme toi. Moi, je suis très curieux. La politique, ça m'intéressait. La politique, c'est un réseau. Ouais. Donc, on n'est pas hors sujet. Tu vois, alors, ça va être très précis. Je me suis dit, comment ça marche? Comment tu fais pour savoir comment ça marche? Tu t'intéresses, les livres, tu regardes la télé, machin, etc. Et après, qu'est-ce qui se passe? En gros, pour moi, les livres, la télé, c'est le code. D'accord? Ouais. Sauf que pour avoir le permis, il faut passer c'est la théorie, quoi, la conduite. Et donc, la conduite, c'est quoi? Je suis parti. Bonjour, vraiment au siège d'un mouvement politique, d'accord? C'était le mouvement politique de Dominique de Villepin à l'époque, voilà. Et j'ai dit, il se lançait, j'ai dit, voilà, moi, c'est le meilleur moyen de découvrir, de comprendre. Et en fait, au culot, ou sans se dire c'est pas possible. Qui te dit, tu vas frapper à la porte d'un parti politique et tu vas dire, bonjour, je suis là, je veux aider. C'est pas logique comme raisonnement. C'est ce raisonnement-là qu'il faut avoir. Tu vois, je suis parti, j'ai frappé, j'ai dit, mais j'ai quoi à perdre? Au culot, quoi. Voilà. Je pense que le culot, mais encore une fois, j'aime pas le terme culot, en français, il est pas très... c'est un peu péjoratif, etc. Ne prendre conscience qu'on n'a rien à perdre. Attention, si tu as à perdre, fais pas. Mais prendre conscience qu'on n'a rien à perdre. Je frappe, on me dit, bonjour, oui, vous voulez aider, vous voulez faire quoi? Moi, je suis ingénieur, je sais pas, qu'est-ce que vous avez à faire? Je vous dis ce que je peux faire. Il faut répondre au téléphone, il faut répondre au courrier, il faut envoyer des trucs, il faut faire des mailings, des machins, des trucs, etc. Je dis, ok, c'est vite fait pour moi, en fait, tout ça. Donc, je n'ai pas une mauvaise élocution, donc je réponds au téléphone sans problème, dites-moi qu'est-ce qu'il faut leur dire, machin, etc. Donc, je commence comme ça. Et au fur et à mesure, je vois des gens passer dans ce mouvement-là, mais des gens qui sont... il y a de tout, hein, tu sais, quand tu es dans ce monde-là. Et après, tu vois des gens qui ne sont pas de ton monde. Et c'est là que c'est important, pour se construire un réseau. Les gens qui ne sont pas de ton monde, il faut arrêter de croire qu'ils sont supérieurs. Moi, j'arrive, je suis là, issu de ma petite école d'ingénieur, fils de ma maman, elle vendait des chaussures, mon père, il travaillait à l'usine. J'habite dans le 78, entre deux gros quartiers.
Bah, je vois des énarques, des polytechniciens, tu vois, des gens de l'élite, entre guillemets, française. Je me dis, mais en théorie, tu peux pas aller leur parler. Tu vois, on n'est pas du même. Non. Bonjour, voilà, on y va, en fait. En fait, il n'y a pas de barrière. Les barrières, on se les met nous-mêmes. Donc, en fait, déjà, il faut prendre ce schéma-là qui est une croyance. Il y a le terme de croyance limitante qui est très utilisé, mais c'est vraiment une croyance limitante. Tu next. Le gars, c'est un être humain. Désolé, il fait pipi caca, il mange, il dort, comme toi. Donc, que dans les médias, tu as vu que le mec, il est milliardaire ou machin, ou il a fait l'école la plus... l'ENA, HEC, Polytech, les trucs que tu n'aurais peut-être jamais pu faire, on s'en fout. Par contre, quelle est la discussion que tu vas avoir avec cette personne-là? Qu'est-ce que tu lui apportes? Qu'est-ce que cette personne-là, elle peut t'apporter? Allons-y. J'ai fait des rencontres de ouf. Franchement, dans ce moment-là, ces 2 ans de mon expérience, c'est mon Sciences Po à moi. Tu vois, en France, il n'y a que le Sciences Politiques, je pense que chez vous aussi. Ouais. Sciences Po. Et ben ça, c'est aussi comme ça que j'ai compris la force des réseaux. Parce que dans le monde politique, autant te dire que le réseau, c'est juste la clé. C'est la clé, enfin c'est une des clés de ce monde-là. Et après, du coup, j'applique ça quand je quitte le monde politique. Donc, c'est juste après que je me lance dans l'entrepreneuriat, quelques années après. Et j'applique les mêmes recettes. C'est que quand je vois quelqu'un... Alors, j'ai eu la chance de fréquenter des entrepreneurs dans cette expérience-là. Donc ça a été aussi très, très enrichissant. Et donc, je vais. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut faire les choses. D'accord? Tu ne peux pas attendre que ça tombe. Donc, tu veux rencontrer des gens, c'est ça? Où sont ces gens? Vas-y. Ouais. Vas-y. Tu vois? Moi, j'allais dans des événements networking. Au début, ça fait bizarre. Tu connais personne. Moi, je ne suis pas trop timide, mais malgré tout, je reste quand même, tu vois. Donc, au début, bon, voilà. Et après, amigo, il faut y aller. Ouais. Allez, il faut y aller. Salut, bonjour, voilà. C'est quoi ton prénom? Qu'est-ce que tu fais? Intéresse-toi aux gens. Tu vois? Il y a un adage qui dit, celui qui parle récolte, celui qui écoute plante. Tu vois? Non, pardon, autant pour moi. Je la refais. Celui qui parle, il plante, et celui qui écoute récolte. Quand tu écoutes, tu récoltes l'information, le fruit de ce que la personne a. Donc en fait, quand tu récoltes, tu gagnes beaucoup plus. Quand tu plantes, c'est peut-être que ça va peut-être donner, mais quand tu récoltes, c'est tout de suite. Donc en fait, on a beaucoup de mal aujourd'hui à s'intéresser aux gens et à les laisser parler. On est tout le temps dans moi je fais ci, et moi je fais ça, et moi ceci, et moi cela, mais c'est qui que tu as en face de toi? Tu vois? Ça se trouve, tu l'as dit tout ça. Bon, au final, c'est peut-être pas très intéressant. Alors que si tu l'avais laissé dire ce que lui fait, comment il le fait, etc., ça te donne de la matière pour réagir, mais de manière beaucoup plus pertinente. Tu vois? Donc, en gros, après, voilà, mon réseau, il s'est construit comme ça. Et après, le réseau, pour moi, il y a aussi une notion de confiance. On parlait de fiabilité. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es fiable, tu l'as vécu, tu es recommandé. Tu es recommandé. Et donc, quand tu fais appel à une personne ou que tu lui demandes de te mettre en relation avec telle ou telle personne, elle va le faire. Pourquoi? Parce que tu es recommandable. Ouais, bien sûr. Tu vois? Donc, dans le cadre de la vie d'entrepreneur, il va y avoir un groupe d'entrepreneurs. Ce groupe d'entrepreneurs, tu ne rentres pas si tu n'es pas coopté. Voilà. Si tu n'es pas recommandable, si tu n'es pas fiable, si tu n'es... en gros, on veut que, tu vois... Je le dis, la blague, mais c'est peut-être pas une blague, le groupe va s'appeler que des numéros 10 dans ma team. Que des numéros 10 dans ma team, c'est-à-dire je veux que des gens, entre guillemets, tu vois, vraiment que des gens, c'est pas les mecs qui ont fait des milliards, etc. Moi, je m'en fous, c'est pas ça. Mais que des gens qui sont, des gens qui sont déter, des gens qui sont fiables, des gens qui sont de confiance, des gens qui vont apporter quelque chose réellement. Et ça, c'est des critères que une personne sait attribuer à une autre en disant, tiens, quand tu me parles là, il faut que je te présente quelqu'un. Tu vois, ce truc-là, il faut que je te présente quelqu'un, il vient de dire, j'ai validé que le gars, il correspond aux critères que tu recherches. Et moi, le réseau, il a grandi comme ça. Après, c'est la vie, tu fais des rencontres. Tu vois, moi, j'ai un de mes associés, il a travaillé dans le monde du spectacle. Donc, forcément, lui, il a fait des rencontres de ouf dans le monde du spectacle, etc. Donc, et au fur et à mesure, c'est les connexions. Mais il faut partir d'un principe, je pense que tu peux le retrouver sur le web. On est séparé d'une personne dans le monde de 5 personnes. Ouais. 5 poignées de main, Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'en gros, si tu veux rencontrer telle personne, regarde qui le connaît. Et LinkedIn est très fort là-dessus, tu vois. Quand tu regardes, si je regarde le profil de telle personne, je vois est connecté à telle personne. Donc en fait, je fais quoi? J'appelle l'autre, je lui dis, je vois que tu es connecté à lui. Et là, dernièrement, ça m'est arrivé, tu vois. Je rencontre un jeune, il me dit,
ça fit super bien et tout. Big up à Alexandre. Un jeune comme toi, il a 21 ans et franchement, je pense qu'il y a un très fort potentiel. Il y a de grandes chances qu'il intègre notre programme. Alors, si c'est le cas à l'heure où j'en parle, on verra. Mais il me dit, j'ai vu que dans ton réseau, tu es connecté à telle personne. Tu vois ? Ouais. Alors, c'était pas pour se mettre en relation avec lui. J'aurais pu, clairement, parce que je pense que voilà, il avait commencé à remplir les critères de recommandation. Mais il me dit, parce que je l'ai eu en closing, parce qu'il a fait un peu de closing, et il me dit, franchement, il est hyper intéressant et tout, tu devrais te remettre en relation avec lui si tu n'es plus... Et en fait, au début, j'ai pas capté qui c'était cette personne-là. Et big up Hugo, c'est un ancien élève de mon école. Ah putain. Il est entrepreneur, il a fait des trucs de ouf et tout. Mais ça fait 10 ans qu'on ne s'est même pas adressé la parole. En fait, cette personne-là, elle vient de me reconnecter à mon réseau. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, mais attends, t'as oublié ? Moi, j'ai été président de l'association des anciens élèves à une époque. C'est un réseau de ouf, les anciens. Ça, c'est un truc de ouf. Et en fait, ce réseau-là, c'est un réseau de confiance. J'ai réactivé mon réseau des anciens. C'est juste un truc de malade. C'est juste un truc de ouf. Donc, en fait, le réseau, c'est juste hyper important. Et la base, c'est faut arrêter de croire, en fait, qu'on peut pas. Va, fais, point. Mais fais les choses bien, sois fiable. Point. Une fois que les gens ils font ça, tout va leur tomber sous la main. Et LinkedIn, je le dis parce que vraiment, tu vois, moi, je suis très... Alors, je parle des réseaux sociaux de manière générale. Je peux parler de LinkedIn parce que j'en parle plus particulièrement parce que je connais mieux. J'ai remis mon nez dans LinkedIn depuis juin. Incroyable. Quand je te dis incroyable. En 3 mois. Non, mais incroyable. J'ai fait des rencontres, des opportunités, c'est un truc de ouf. Juste en faisant quoi ? Des messages. Ouais. J'ai fait des messages. Alors, bien sûr, je fais mes posts, ce qui légitime, entre guillemets, ce que je fais, machin et tout, mais des messages. Et donc, des messages, c'est quoi ? C'est comme ce que je disais tout à l'heure aux personnes qui étaient avec nous, c'était Mathieu et Tom. LinkedIn, c'est une soirée de networking online, tu vois. Ouais. T'es always on networking. Avec des possibilités infinies, quoi. De ouf, tu vois. Je prends contact avec le CEO de Trade Republic. Il me répond. Et il me répond à moi, entre guillemets, tu vois, juste entrepreneur, tu vois. Ouais. Bien sûr, je parle de Casa, je parle d'un projet qui est hyper important et qui peut avoir beaucoup d'intérêt pour un acteur comme ça. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que comment je fais sans LinkedIn pour le contacter, ce monsieur ? C'est très compliqué. Ouais. La vraie vie, elle est beaucoup plus compliquée. Il y a énormément de distance entre les gens. Là, ces outils-là, les technologies qu'on a à disposition, elles viennent diminuer drastiquement cette distance. Ceux qui n'en profitent pas, c'est qu'ils n'ont pas compris. Tu n'utilises pas un vélo pour aller plus vite, c'est que tu n'as pas compris. Tu n'utilises pas l'IA pour aller plus vite, c'est que tu n'as pas compris. Donc, à partir de ce moment-là, c'est la vie, tu vois. Moi, je pense que quand on démontre l'apport de valeur ajoutée de certaines choses et que les gens l'ont compris, ils le mettent en œuvre, c'est fini, ça, c'est bon, ça marche. Donc voilà, si tu veux, moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est il faut y aller. Il faut y aller et en fait, il faut arrêter de croire que les personnes sont inaccessibles. Moi, il y a plein de gens qui ne m'ont pas répondu. C'est pas grave, je vais les avoir. T'inquiète pas, parce que d'une personne à une autre qui me répond et que l'autre me dit, tu vois, eh ben, il va me répondre à un moment donné. Et s'il me répond non, je m'en fous. J'ai quoi à perdre ? Oui. Et voilà, j'ai rien à perdre. Donc si j'ai rien à perdre, j'y vais. Parce que le deuxième qui va me répondre et lui va me faire gagner, ben en fait, sur la totalité, je serai gagnant. Tu vois. Donc c'est hyper important de transmettre ça et surtout aux personnes qui pensent que c'est difficile de se créer un réseau, etc. Ouais, c'est sûr. Moi qui suis dans l'investissement, en plus, je vois ce truc même dans toutes mes décisions de ma vie ou quoi, je vois toujours ce truc de risk-reward, tu vois. Quelle récompense t'obtiens par rapport au risque que tu prends. C'est quoi le risque que je prends d'aller voir le gars, lui dire, écoute, voilà, moi je fais ci, je fais ça, qu'est-ce que tu fais, toi, machin et tout. C'est intéressant. Bon, si t'as mal fait ton truc, tant pis, t'es pas préparé, etc. Attends, il faut se préparer. Hein. J'ai pas dit qu'il faut préparer un pitch, mais si tu veux parler de quelque chose, sois prêt. Maîtrise ce que tu veux dire. Tu vois, moi, je te l'ai dit tout à l'heure quand on a démarré le podcast. Quand on sait de quoi on parle, il n'y a pas de sujet en fait. Il n'y a pas besoin de impro parce que tu sais de quoi tu parles. Ouais. Mais quand tu ne sais pas de quoi tu parles, ça va se voir. Ouais. Tu n'as pas l'air fiable en fait. Tu n'as pas l'air légitime. Donc au final, ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un qui n'est pas légitime, j'ai l'impression d'avoir genre de faux commerciaux qui veut te vendre. Tu ne sais même pas ce qu'il veut te vendre, tu sais qu'il veut te vendre, donc en fait, ça ne t'intéresse pas à la base. Tu vois. Donc ça, c'est important de comprendre. Faut être sincère, faut être soi-même, faut arrêter d'essayer de jouer. Je suis un tel et j'ai fait ci. Non.
t'as peut-être pas encore fait, mais tu vas faire. Donc, explique à la personne que t'as peut-être pas fait, mais que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas faire et comment tu vas le faire. Déjà, ça va l'intéresser. Pourquoi? Elle va voir une personne déterminée, avec de l'ambition, et c'est peut-être quelquefois plus intéressant que quelqu'un qui a fait plein de choses, et au final, on n'est plus dans la même relation. Celui qui est déterminé, qui a de l'ambition, peut-être que je vais parler avec lui pour la suite. L'autre, il a déjà fait. C'est bon, fais ce que tu as à faire, tu vois. Donc, non, franchement, ça, c'est important. Et à transmettre aux futurs entrepreneurs, d'ailleurs, c'est ce qu'on va transmettre, justement, tu vois, aux jeunes entrepreneurs qu'on va mentorer, c'est, en gros, d'appliquer, en fait, des méthodes qui sont d'une efficacité, en fait, voilà, et d'arrêter, en fait, de brasser du vent, de denter des machins, des trucs, d'écouter ce que j'appelle, moi, désolé, les vendeurs de rêves qui, quelquefois, peuvent te dire ouais, tu peux faire 1 million en 3 jours si tu fais ci, si tu fais ça. Non, il n'y a pas 1 million en 3 jours. Par contre, tu peux faire de l'argent en 3 jours. Comment tu le fais? Par quel biais? Quelle est la valeur que tu as? Ce que tu as dit tout à l'heure. Ma proposition de valeur unique. Comment je l'augmente? Comment je mets des barrières à l'entrée? Voilà, c'est ça, la vraie vie. Il y a vraiment un écart. Donc, moi, je pense que c'est hyper important de transmettre ça, de le partager. Et voilà, et après, si ça peut être utile, tant mieux. Et les personnes qui ne s'intéressent pas, tant pis. Ouais. Juste après, on va tourner le premier épisode du podcast où ça sera moi le guest. Donc, si Exactement. Vous voulez aller voir, je vous mettrai en description également Khazar, comme ça vous pouvez aller voir. Et puis, je vous mets aussi une vidéo ici, c'est le dernier podcast. Et puis, voilà, likez, abonnez-vous, commentez. À la prochaine. Ciao. Salut Mehdi. Salut.